Comment ça va tout le monde? Êtes-vous en forme en ce lundi? C'est le retour. Ça roule ou quoi? Salut Ricus, salut Tolls, Bourgeon qui est par là, salut Impertinent. Et oui, je suis rasé à peu près. Qu'est-ce que tu veux? Faut se mettre beau, on a profité. Je vais pas rester très longtemps tout seul parce qu'il y a Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, qui attend à l'autre bout du fil. Je coupe le son et j'espère que vous allez lui faire un tonnerre de bienvenue et d'applaudissements. Attendez, d'abord, elle gronde son fils pour pas que son fils l'embête pendant le stream. je vais la prévenir quand même qu'on va passer en direct. C'est le direct. Salut Tarot, salut tout le monde. Et hop là. Bonjour Aurélie. Et bonjour tout le monde sur le chat. Alors attends, ils t'entendent peut-être pas. Laisse-moi juste faire un dernier réglage. Et là, ils devraient t'entendre. Voilà. Superbe. Ok. C'est bon? Ah, je pense que c'est bon. Est-ce que vous entendez correctement Aurélie Trouvé? Dites-le moi sur le chat, s'il vous plaît. En tout cas, moi je t'entends. Ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et tous. Tout le monde t'entend. Tu vois le chat en même temps? Et non, alors attends, je m'y mets au fait. Mais non, mais t'inquiète, pas. Sinon, moi je. Ça y est, c'est bon? Génial. Alors fais gaffe de ne pas t'entendre toi-même, mais au moins, voilà. Alors tout le monde dit, il y a déjà eu un Aurélie 2022 dans le chat. Ça y est, c'est parti. T'as même pas encore prononcé un mot. Et pourquoi je l'ai pas? Mais pourquoi je l'ai pas ça le? Ah oui. Bon non mais bon, je sais pas pourquoi. Mon chat est vide. Bon c'est pas grave. Allez. Je l'ai et je transmettrai toutes les questions. Mais voilà, ça fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne. Voilà, moi je suis très content. Donc déjà quand on s'est au téléphone pour préparer un peu, rentrer dans le détail, mais j'étais ravi, donc je le suis d'autant plus que ça se réalise maintenant. Donc voilà. Est-ce que peut-être que je vais te donner la parole tout de suite? Si tu peux peut-être te présenter un petit peu pour tout le monde et toutes celles et ceux qui te connaissent ou connaissent peut-être pas. Maintenant c'est l'occasion. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Moi, j'avais très envie de venir, donc voilà, c'est fait. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc, je suis Aurélie Trouvé, je suis porte-parole d'Attaque dans le champ militant depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc, je présenterai Attaque, mais bon, globalement, c'est une organisation très importante du mouvement altermondialiste en France, qui existe depuis les débuts du mouvement altermondialiste. Ça fait plus de 20 ans. Et voilà, on est présent dans une 50aine de pays, même si on a commencé en France. Et voilà, on a une centaine de collectifs locaux. Et donc, l'objectif d'Attaque, qui est très ambitieux, c'est de se battre contre l'hégémonie de la finance et des multinationales et de porter des alternatives écologiques, sociales et démocratiques. Voilà, et puis on est constitué d'une centaine de collectifs locaux en France, mais la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a été fondé par un certain nombre, par plusieurs dizaines d'organisations syndicales, associatives et des médias alternatifs, et qui sont d'ailleurs, qui représentent toujours un tiers de notre conseil d'administration, ce qui fait qu'Attaque joue aussi un rôle, à mon avis, important de convergence dans le mouvement social. Voilà, c'est souvent le cas au niveau national comme au niveau local, quoi. Complètement. C'est là où on voit la vraie militante qui a le sens du collectif, parce qu'on te demande de te présenter, tu présentes Attaque. Ouais, c'est vrai. Tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur toi? Alors oui, sur moi. Voilà, quoi dire. Sinon, après, dans le boulot, en fait, oui, je suis militante, moi. Je suis bénévole militante. Donc, mon vrai boulot, c'est enseignante-chercheuse. Donc, je suis agronome de formation et économiste de formation. Voilà, c'est un double cursus, quoi. Une belle double casquette sur un sujet qui n'est pas mineur, c'est le mot qu'on puisse dire. Et donc, voilà, je suis enseignante-chercheuse dans une école d'agronomie et je suis spécialiste notamment des politiques agricoles et alimentaires. Vaste sujet, mais sur lequel on reviendra peut-être. Voilà. En tout cas, je l'espère, parce que moi, ça fait partie des choses que, je te le disais tout à l'heure, que je connais pas forcément très bien. Alors évidemment, on peut avoir des idées vagues, mais poser la question aux gens qui ont les idées claires et précises, c'est toujours bien. Et donc, c'est, je pense, l'occasion. Si ça te va, moi, ce que je te propose, c'est de fonctionner en 3 temps. Donc d'abord, peut-être qu'on peut faire un petit mot sur le 8 mars, évidemment, sur la question des droits des femmes. Peut-être commencer par ça, parce que c'est pas non plus un petit sujet. Peut-être enchaîner sur notre grosse thématique, urgence sociale et environnementale. Et puis après, il y a différentes questions. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les questions agricoles.
qui sont particulièrement intéressés. Donc si ça te va, on peut peut-être Ouais, séquencer un peu, cette discussion comme ça. parfait. Eh bah, allez, vendu. Bah, du coup, je sais que tu reviens de la manif d'aujourd'hui, donc je peux peut-être te laisser la parole tout de suite là-dessus. Ah oui, bah, en plus, moi, je fais partie des Rosies depuis le début, quoi. Donc, voilà, on a fondé ça avec Attaque et d'autres organisations, solidaires, CGT, FSU, Les Effrontés, des orgas féministes. Voilà, on a organisé d'ailleurs, on animait le cortège de tête, voilà. Donc, j'ai dansé toute l'après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien. Non, mais au-delà de ça, c'était pas pour ça que j'y suis allée, évidemment. C'était évidemment pour lutter pour les droits des femmes. C'était une journée internationale extrêmement importante, puisque vous savez que les femmes en France gagnent toujours en moyenne 25% de moins que les hommes, et que finalement, bah, on devrait s'arrêter de travailler à peu près à 15 heures, quoi, C'est ça. vu qu'on gagne beaucoup, beaucoup moins. Voilà, et puis il y a eu tout un discours du gouvernement, soi-disant, sur les premières de corvée. Bah, les premières de corvée, elles sont toujours aussi mal payées, elles sont toujours victimes de harcèlement au travail pour la plupart. On était là aussi pour réclamer la fin de l'impunité pour les agresseurs sexuels. Voilà, et puis on était là aussi pour, enfin nous en tout cas, Attaque, mais pas seulement, pour protester contre le fait que les discours ne se transforment pas en actes. Et c'est même une situation qui risque de s'empirer, parce que vous savez, il y a deux réformes qui s'annoncent, l'assurance chômage et les retraites. Or, ce sont précisément deux réformes qui vont vraiment empirer la situation sociale des femmes. L'assurance chômage, parce qu'elle s'en prend en particulier aux plus précaires, ceux qui alternent période chômée et période travaillée. Hein, c'est eux qui vont déguster dans la baisse des droits, ou même la non-acquisition de droits. Or, c'est les femmes qui sont les premières victimes de ça, qui sont la population la plus importante parmi les personnes qui cumulent ces périodes-là. Et puis la réforme des retraites, évidemment, qui là encore va cibler précisément les femmes, enfin va empirer précisément la situation des femmes à la retraite, quoi. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi, parce que derrière, là, dans les mois à venir, sous couvert de déficit public, on nous annonce deux réformes qui vont précisément vraiment à l'inverse du progrès dans l'égalité salariale et l'égalité réelle entre femmes et hommes, quoi. Voilà. Donc on sait déjà où seront les combats à mener. Et à chaque fois, on a l'impression qu'ils se cumulent et que ça s'arrête jamais ou que des réformes reviennent qu'on pensait avoir disparu. Mais effectivement, et tu fais bien de le dire, hein, les premières concernées, c'est évidemment les femmes sur ces 2 questions-là. Mais c'est pareil, en fait, quand tu regardes aussi l'ensemble des métiers qu'on a dit comme étant des métiers de 1er de cordée ou de première de corvée plutôt, bah, tu retrouves essentiellement, en tout cas majoritairement, des femmes, quoi. Ouais, exactement. Bah oui, et d'ailleurs, on s'est arrêté à plusieurs endroits pendant la manifestation, par exemple en soutien des femmes salariées de Monoprix, en soutien de la lutte des salariées femmes de McDo, etc. Enfin, toutes ces multinationales, par ailleurs, qui continuent de payer au lance-pierre les femmes, et les hommes, par ailleurs, mais en particulier, les femmes sont en première ligne. Et j'ai envie de dire, évidemment, le gouvernement est le principal responsable de ça. D'ailleurs, quand on ne rehausse pas le SMIC, et quand on Ça. sait que bah, les femmes sont en première ligne, parmi les premières de corvée, et sont les premières à subir le SMIC, évidemment, il y a des hommes aussi qui le subissent, mais ce sont les femmes qui en premier lieu le subissent, hein, ce SMIC. Voilà, bah, la non-réhausse du SMIC en pleine période de crise, alors que les plus riches se gavent et qu'on verse des aides massives aux multinationales sans conditions ni écologiques et sociales. Et ben voilà, alors quand on n'augmente pas le SMIC, et ben, c'est une manière aussi de s'attaquer aux droits des femmes. Et je pense que c'est très important, enfin moi je pense que c'est super important de relier la question sociale et la question féministe. Et c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a créé les Rosies, hein, en plein manif des retraites. Mmh. Voilà, certains ont pu penser que c'était aussi, c'était une manière de rendre plus convivial les manifs, etc. Ce qui est vrai. Tu Bon, peux rappeler ce que c'est juste les rosies pour tout le monde? alors voilà, c'est vrai. Donc c'est toutes ces femmes que vous voyez habillées en habits d'ouvrières bleu, enfin le bleu de travail avec les bandeaux rouges, et enfin c'est le week-end, c'est l'effigie We Can Do It qui est en fait devenu un symbole féministe, hein. Et donc nous, ben, on danse dans toutes les manifestations à caractère féministe, ou en tout cas pour y amener un caractère féministe. On vient y danser, mais avec des paroles. Quand vous écoutez les paroles, ce sont des paroles très fortes, hein.
Voilà, et un de nos chants, évidemment, c'est Nous sommes féministes, fortes, radicales et en colère et fières. Et donc, on a des paroles très, très radicales, parce que de toute façon, l'égalité femmes-hommes demandera des mesures très radicales. Donc, on n'est pas seulement là pour danser, faire la fête et rendre les manifs plus sympas, mais on est surtout là parce qu'on est en colère et qu'on pense que les femmes doivent être en première ligne de toutes les mobilisations sociales, parce que c'est nous qui Hmm. prenons le plus dans toutes ces mesures de régression sociale, quoi. Voilà. Donc, il y a des rosies, pas seulement à Paris, mais dans plein, plein, plein de villes. Et voilà, le mouvement a pris et c'est chouette. Oui, oui, ça avait donné des belles photos pendant les manifs, avec, bah, voilà, avec la danse et cetera et puis surtout ça Voilà. a permis de mettre au centre, ce que tu dis, c'est l'importance première des femmes dans les luttes déjà historiquement, mais surtout dans les revendications puisque, bah, de fait, les femmes sont les premières concernées, quoi. Voilà, et alors après, il ne faut pas oublier, évidemment, hein, c'est un mouvement féministe parmi tant d'autres. Et voilà, ce qui est très porteur aujourd'hui, c'est ces mouvements féministes avec un renouvellement de génération incroyable. Enfin, là, dans la manifestation, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, des lycéennes notamment. Voilà, il y a la relève et cette pluralité générationnelle, elle fait plaisir à voir, avec évidemment le mouvement MeToo qui permet de libérer la parole, parce qu'on se rend compte que ben, la plupart d'entre nous, on a subi des agressions sexuelles, et voilà, et on est en colère et aujourd'hui, on veut l'égalité réelle. Donc, je pense qu'il y a aussi un esprit de sororité extrêmement fort qui est en train de monter. Voilà, donc ces mouvements féministes, je crois que ça fait partie des excellentes nouvelles de ces dernières années. Et voilà, je pense qu'on est en train de faire bouger des lignes, mais il ne faut pas Mmh. lâcher. Complètement. Alors juste pour, petit point de pub, mais pour une bonne cause, c'est que le 17 mars, du coup, on aura, Rachel Silvera qui viendra sur la chaîne pour parler justement, plus spécifiquement des questions économiques, hein, d'égalité, femmes-hommes. Donc ce sera égalité salariale, enfin, elle a, plus de 30, voire même un peu plus, de combats pour cette égalité, derrière elle. Je sais même pas combien de publications si je devais toutes les prendre et puis de combats syndicaux. Donc ce sera passionnant, du coup, d'avoir son point de vue là-dessus. Puis ça permettra bah, justement de s'appuyer un peu sur ce que tu viens de dire là et puis d'approfondir, tous ces sujets et puis j'en profite, il y a une question de Kevin dans le chat. Il demande quelles mesures du coup on pourrait prendre pour équilibrer la répartition femmes-hommes, tu vois, au niveau, salarial et cetera? Alors peut-être pas faire une liste totale, mais c'est quoi un peu les grandes pistes qui sont défendues, bah, par toi et j'imagine par Attaque là-dessus? Alors ouais, j'aurais du mal à m'arrêter sur une seule mesure. Ouais, j'ai du mal à vous répondre maintenant parce que j'aurais peur de, voilà, Ouais. voilà, mais bon, globalement, l'objectif, il est par une série de mesures très contraignantes d'arriver à une égalité réelle et totale des salaires femmes-hommes, qui passe effectivement par une hausse des minima sociaux, mais qui passe aussi par voilà, par aussi l'obligation de la parité dans toutes les instances dans toutes les instances. Voilà, il y a tout un tas de mesures que nous on prône. Ça passe aussi, je le dis parce que c'est pas qu'au sein des entreprises, ça passe par exemple aussi par une création massive de places de crèche. Ça Et passe oui. voilà, ça passe aussi par des congés parentaux, y compris paternels, qui puissent, voilà, être. Enfin, moi, je suis pour qu'ils soient obligatoires par ailleurs, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est toute une série de mesures qui ne concernent pas que l'entreprise elle-même, hein, mais qui Et oui. concernent aussi voilà, notre capacité à pouvoir faire garder les enfants aussi, ne serait-ce que cela. Voilà. Et puis évidemment, ça passe par toutes les mesures qui concernent la justice et les moyens donnés à la justice et les moyens donnés aussi à la police en termes de suivi, d'accompagnement et pour faire cesser l'impunité face aux agressions sexuelles, hein. Voilà. Donc c'est pour Beh ça que je n'ai pas envie de m'arrêter sur une seule mesure parce que je oui, pense que oui. la liste est très longue, quoi. Voilà. C'est clair. C'est vrai qu'il y a eu tout un tas de papiers, qui sont sortis. Voilà. La période justement du 8 mars permet de remettre des choses, en avant, donc il y a tout un tas de papiers qui sortent. Oui, c'est vrai, ça gravite autour de ces questions-là. Puis il y a la question de l'utilité sociale des métiers qui est un peu au cœur. Alors je sais qu'à la Alors CGT, voilà. par exemple, c'est un peu fortement mis en avant cette histoire. Quand on regarde en fait les métiers qui ont été jugés les plus, utiles socialement, en fait, c'est aussi les métiers qui sont les moins payés et on retrouve le plus de Exactement. temps partiel subi et le plus de femmes, hein. C'est pour ça que je dis en rehaussant le SMIC, en faisant en sorte que ne serait-ce que les métiers essentiels et vitaux, euh, caissière, infirmière, aide-soignante, institutrice, tous ces métiers qui sont aujourd'hui payés au lance-pierre avec des responsabilités énormes, et évidemment il y en a beaucoup d'autres qui sont essentiellement féminins,
Voilà, ne serait-ce que rehausser tous ces salaires-là. Je prends juste un exemple, les infirmières, les aides-soignantes. Je veux dire, la hausse de 180 euros du salaire, certes c'est bien, mais ça reste une honte en termes de conditions de travail parce qu'il n'y a pas plus de monde à l'hôpital aujourd'hui qu'avant. Et donc, elles bossent dans des conditions qui sont avec des responsabilités énormes parce que par ailleurs, il y a de moins en moins de capacité d'encadrement médical. Donc, elles ont des responsabilités énormes pour des salaires qui sont, on commence quasiment au SMIC, voilà, quand on est aide-soignant. Hein. Ouais. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est des métiers essentiellement féminins. Et c'est pas pour rien que ces métiers essentiellement féminins restent à ce niveau-là de salaire. Voilà, c'est qu'il y a aussi une domination patriarcale qui passe par cette inégalité de salaire systématique pour les premières de corvée. Écoute, merci beaucoup pour ça, c'était Voilà. très clair et puis ça permet de se mettre en jambes sur les questions sociales et puis maintenant on va peut-être pouvoir faire aussi le lien avec les questions environnementales, le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça c'est un truc qu'on porte, enfin déjà toi comme moi dans nos instances respectives entre guillemets Voilà. et puis collectivement quoi, il y a vraiment, quelque chose qui est fondamental. Tu sais qu'à la CGT, on a toujours tendance à parler de fin du monde et de fin du mois, tu vois? Et voilà, il faut prendre en compte, bah, les problèmes de la fin du mois que sont le salaire, que sont les difficultés pour tout un tas de personnes et puis, bah, il y a évidemment la question de la fin du monde qui, arrive devant nous comme un mur, hein, que ce soit pour les syndicats, mais plus généralement pour les chercheuses, les chercheurs. Tu parles des anciens chercheurs, enfin, je veux dire que évidemment que ces questions-là, elles se posent dans tous les aspects de nos boulots et puis évidemment aussi chez Attaque, chose qui est très portée. Alors comment est-ce que tu vois cette question-là, toi, déjà de manière un peu générale pour commencer? Cette question de la vie, comment est-ce qu'on articule la question de l'urgence sociale, urgence environnementale, puis déjà de quoi on parle? Est-ce qu'il y a une urgence Ouais. sociale? Est-ce qu'il y a une urgence environnementale? Ça veut dire quoi en fait, ne serait-ce que ces termes-là? Bah là, déjà, je dirais qu'on n'a pas le choix de l'urgence écologique. Hein. Je vais commencer par ça. Eh oui. Je veux dire, c'est la survie même de l'humanité qui est en jeu, ou en tout cas la possibilité même de vivre de manière à peu près décente pour la majorité de la population, par exemple en France. Hein. On n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix parce qu'on a trois énormes crises. La crise climatique, évidemment, hein, et on est sur une extrême mauvaise pente. On est déjà dans un phénomène d'irréversibilité. Voilà. Parce qu'on a aussi une crise liée à la pollution massive de l'air, de l'eau euh, et des sols, et puis une crise massive, une sixième crise d'extinction des espèces, en somme, hein, crise de biodiversité. Bon. On n'a pas le choix parce que, et donc ça va demander des décisions extrêmement fortes, hein, parce que, mais imaginez-vous que par exemple, il faut garder 80% des ressources fossiles dans le sol aujourd'hui si on ne veut pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique. Donc, c'est un chamboulement total de notre manière de produire et de consommer. Et donc, ces changements, ils doivent être réalisés très rapidement. Ce n'est pas dans les 30 ans, hein. C'est dans les années à venir si on veut espérer ne pas avoir un emballement climatique irréversible et qui mette en danger l'humanité même, quoi. Voilà. Mmh. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement pour nous, mais c'est pour nos enfants, petits-enfants. Et vraiment pour nos enfants, pour le coup. Hein. Je veux dire, eux, ils vont être dans l'œil du cyclone, quoi. Ouais. Voilà, même si on l'est déjà nous un peu, mais voilà. Et ça demande, alors donc pas le choix, et ça va demander de rompre avec un certain nombre de croyances. Alors, je vais m'attaquer à une croyance qui parfois peut rester au sein d'une partie de la gauche, qui est la croyance productiviste, c'est-à-dire cette idée que la croissance de la production et de la consommation énergétique et matérielle augmente le bien-être général. C'est fini ça. Voilà, c'est fini. Nous ne pourrons pas continuer à croître globalement, je ne dis pas pour certaines populations, mais globalement, nous ne pouvons pas continuer à croître matériellement et énergétiquement. Nous allons devoir décroître la consommation énergétique et matérielle. Alors évidemment, il y a certaines populations qui aujourd'hui sont en précarité énergétique et matérielle et qui au contraire doivent augmenter cette consommation pour vivre décemment. Mais je vous parle en moyenne, en France, voilà, nous devons décroître. La question elle est maintenant, comment nous faisons pour décroître globalement au niveau national en partageant mieux les richesses. En gros, si je reprends quelqu'un comme Jean Gadret, hein, un économiste comme Jean Gadret, il dit comment on va faire pour, je le cite, oui, pour une égale dignité dans la sobriété matérielle. Voilà, l'égale Mmh. dignité dans la sobriété matérielle. Donc toute la question, elle est posée de, voilà, face à cette urgence écologique qui n'est pas un choix, qui est une nécessité, bah, comment on fait le pari que ça va se faire sur fond, enfin, avec de la justice sociale. Et je pense que ça, c'est le fondement de la gauche pour les dizaines d'années à venir.
Mmh. Voilà. C'est que nous, on veut le faire en diminuant les inégalités. La droite va vouloir le faire en faisant payer les pauvres et sans la démocratie. Je pense qu'une vraie gauche, elle doit vouloir le faire en diminuant les inégalités et en faisant en sorte que ce soit démocratique. Et en diminuant les inégalités, avec l'égalité réelle pour toutes et tous, c'est-à-dire entre femmes et hommes, mais aussi une égalité voilà, de genre, de race, de classe sociale, voilà. C'est l'égalité réelle, quoi. Voilà. Et donc ça, il y a un énorme challenge qui, pour moi, devrait être le fondement voilà, de ce projet, de ce projet de gauche, mais aussi le projet des mouvements sociaux. Et c'est ça qu'on est en train de construire dans une coalition qui s'appelle Plus jamais ça, voilà, où on retrouve beaucoup d'organisations syndicales d'abord, CGT, Solidaire, FSU, Confédération paysanne et d'autres, mais aussi des grandes organisations environnementales, je pense à Greenpeace, France Nature Environnement, etc., ou Amis de la Terre, et puis des organisations comme ATTAC, Oxfam, Alternativa, etc. Bon, on est une quarantaine ou une cinquantaine. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va très loin dans des propositions de transformation écologique et sociale. Et je pense qu'on va très loin aussi en matière de radicalité, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux racines même du système. C'est-à-dire qu'on dit que pour faire ça, eh ben, il va falloir changer le système. Et oui, c'est ça. Voilà. Et Et d'une que certaine c'est. façon, les euh, utopistes, c'est pas tellement enfin, on a tendance à penser que les utopistes sont ceux qui proposent ça, mais quand on regarde la réalité de ce qu'il y a devant nous du point de vue environnemental, la biodiversité et climatique de manière générale aussi, on voit bien que les utopistes, ce sont ceux qui pensent qu'on peut y aller par petits pas pour le coup et qu'on sera capable du coup par petits morceaux, d'y arriver. Pour le coup, c'est vrai que voilà. ça pose un peu des difficultés, quoi. Exactement. Et donc, on n'a pas le choix que de faire voilà, de porter un projet radical de rupture avec le système actuel, hein, parce que, bon, je vais peut-être en parler tout à l'heure, mais les mesures qu'on propose, c'est quand même un changement de système. Mais ça rejoint l'aspiration de beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein. Quand les jeunes manifestent et disent changeons le système, pas le climat, quand on entendait les gilets jaunes aussi dire voilà, changeons le système, justice sociale, justice environnementale, justice fiscale. Voilà, et donc c'est cette question du changement de système sur la base de la justice et de la réponse à l'urgence écologique, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qui peut poser les bases voilà, d'un projet aujourd'hui avec, à mon avis, une donne complètement différente parce que la crise écologique, elle rebat toutes les cartes. Voilà. C'est Et que, oui, oui. on doit repenser toutes nos façons de produire et de consommer. Donc, C'est ça, voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est que la tâche, elle est tellement énorme que c'est voilà. normal qu'on n'ait pas, chacun dans notre coin des réponses clés en main de voilà, voilà la suite et voilà comment on va faire. Et moi, c'est aussi pour ça que j'apprends un comment dire ça? Enfin, pour moi, l'urgence, c'est justement de créer du collectif. C'est collectivement que ça va se régler et c'est certainement pas, des gens qui, aussi brillants soient-ils, vont trouver tout seuls la solution pour que ça change, quoi. C'est obligé de discuter et de voir un peu, de se mettre en discussion, et d'où l'intérêt, je pense, de ce qui se discute en ce moment entre, Attac, les organisations syndicales et d'autres, hein. Mm. Ouais, c'est quand même quelque chose qui est relativement inédit, hein, je trouve quand même comme configuration. En tout cas, à ce Ouais. niveau-là d'intégration, c'est quand même relativement inédit et je pense qu'on même s'il y a des en ce moment, on est quand même tous et toutes en difficulté, on a la crise du covid sur la tête, on est tous et toutes un peu fatigués et je pense qu'il faut voir un peu des choses positives aussi, à mon avis. Je trouve que ça l'est, je sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est porteur d'espoir pour la suite, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est la crise. En fait, bon, on avait déjà entre CGT, Attac, Greenpeace discuté et tout ça, mais ça s'est vraiment lancé au moment de la crise, c'est-à-dire de la crise sanitaire, mi-mars, quoi. Il y a un an pile. Mmh. Voilà, et donc c'est la crise sanitaire justement qui nous a fait dire, mais attendez, le jour d'après, si on veut pas que ce soit le jour d'avant pire, si on veut pas que ce gouvernement en profite pour faire une stratégie du choc et avancer encore plus dans le néolibéralisme et le productivisme, ben, il faut que nous, on arrive à se coaliser. Alors, j'ai envie de dire aussi, c'est une façon de dire globalement, et même aux forces politiques aussi, hein, faut être clair, dire, bah, en fait, on peut avoir un arc de force très large, mais sur des propositions radicales de transformation solidaire, écologique et démocratique de la société. Voilà. Mmh. Et en tout cas, nous, côté mouvement social écologique, je pense voilà, on a fait en un an, en tout cas, à mon avis, des grands pas. Voilà, au sein des mouvements sociaux, quoi. Voilà. Mmh. Donc, et c'est important. Enfin, je pense que ça n'efface pas nos désaccords. Voilà, on accepte d'avoir des accords, mais on se construit d'abord sur nos accords, les accords qu'on a entre nous, quoi. Voilà. C'est ça.
Et pour être oui. clair. Non, Et mais ça c'est vrai que dépa si on va chercher les désaccords, on pourra toujours en trouver. Là, j'ai tout de suite ah oui, évidemment la question du nucléaire qui me rentre en il a tête. voilà, Et il en reste. c'est l'éléphant dans la pièce, donc évidemment que ça fait partie des éléments de Voilà. désaccord. Mais le choix qui a été fait, je trouve qu'il est quand même intéressant, c'est de dire: «Attends, oui, OK, ça très bien, mais si on parle toujours de ce qui nous écarte, on va jamais discuter collectivement» et il y a un risque aussi qu'on se sclérose tous, quoi, qu'on reste dans notre coin et puis que voilà, on tourne un peu en rond sur nos histoires et alors que justement ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tout le monde se parle aussi de manière respectueuse en sachant, voilà, les limites de ses propres discours et puis avec la volonté d'avancer ensemble et je trouve que c'est quand même une belle chose et j'ai déjà des questions, tu vois, dans le chat. Alors évidemment, vu que j'ai le meilleur chat, de tout Twitch, c'est les questions les plus pertinentes directement, donc évidemment les plus difficiles, mais on verra si enfin, si tu te sens d'y répondre maintenant à Ouais, celle-ci, sinon on peut avancer aussi, vas-y. sur, un peu je voulais emmener sur du coup concrètement, ça veut dire quoi essayer d'allier urgence sociale, environnementale? Mais il y a encore Kevin qui pose la question: «Est-ce qu'on peut rendre acceptable la décroissance comme projet politique, alors que le pouvoir d'achat reste la priorité des Alors Français dans les sondages?» Ça, c'est bah, tu vois, on est sur le pile poil, on a l'impression que parfois en fait, ça s'oppose quoi. Urgence sociale, environnementale, environnementale oui, voulant dire: «Il va falloir décroître et donc consommer moins, produire moins» entre guillemets, il y a un peu ça comme idée. Il y a le fameux argument de: «Mais vous vous rendez pas compte, c'est punitif» et blabla, enfin, tu vois? Les grands classiques et donc de l'autre, est-ce qu'on n'oppose pas du coup 2 choses, quoi? alors d'abord, je rappelle que les 1res victimes de la crise écologique, c'est les plus pauvres, c'est les plus précaires. C'est ceux qui, par exemple, ne peuvent pas s'acheter, peuvent pas bénéficier d'une alimentation de qualité bio et cetera. C'est aussi, les travailleurs exposés aux risques environnementaux, c'est ceux qui sont, obligés d'habiter à côté d'une autoroute ou d'un aéroport, voilà, et puis c'est aussi les populations du sud, hein, populations pauvres du sud qui sont, spoliées de leurs ressources et qui n'ont pas les moyens, de faire face à cette spoliation. Bon, et les premiers responsables, c'est les plus riches. C'est ceux qui ont une consommation absolument insoutenable du point de vue matériel et énergétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment une décroissance matérielle et énergétique, en tout cas dans un projet de gauche, il devrait d'abord s'en prendre à la consommation des plus riches. Voilà, et évidemment que ceux qui, heu, aujourd'hui subissent une précarité matérielle et énergétique, heu, c'est pas à eux qu'il faudra demander de diminuer la consommation, bien au contraire, quoi. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas de demander à tout le monde les mêmes efforts. Voilà. Et par ailleurs, je pense que ça justement, il faut pas que ça se fasse de manière punitive et notamment vis-à-vis des plus pauvres. Je donne un exemple. La hausse de la taxe sur les carburants, je pense que c'est une mesure absolument antisociale, voire anti-écologique par ailleurs, mais surtout antisociale et que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc évidemment, ça a été une des étincelles, qui a amené au mouvement des gilets jaunes. Pourquoi? Bah, parce que, pour moi, c'est une écologie punitive, une écologie de droite, quoi. C'est-à-dire que, ça grève d'abord les revenus des plus précaires, qui sont par ailleurs obligés de prendre leur bagnole parce qu'ils habitent à 20, 30, 40 bornes de leur boulot, qu'à côté de ça, il n'y a pas, on ne rend pas gratuit ou très peu cher les transports en commun. Au contraire, on supprime les lignes secondaires, etc. On ne fait pas de relocalisation, bien au contraire, des services publics, ni des commerces de proximité, hein, qui sont détruits petit à petit. Donc, tout en s'en prenant d'abord aux plus pauvres, aux plus précaires, en touchant à leur porte-monnaie directement par la taxe sur les carburants, on ne leur donne pas d'alternative, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une écologie punitive. Mais nous, c'est pas attaque et dans Plus jamais ça, c'est pas ce qu'on met en avant. Ce qu'on met en avant d'abord, c'est la création de au moins 1 million d'emplois pour la transition écologique et sociale. La transition écologique, on a un besoin massif d'emplois dans la rénovation thermique des logements, dans le recyclage des déchets, dans l'agriculture biologique, par exemple, ou voilà, les énergies renouvelables, etc. Donc, il y a un besoin massif d'emplois dans la transition écologique écologique, et il y a un besoin massif d'emplois dans la transition sociale, par ailleurs, par des métiers qui sont pas délocalisables et qui sont à très faible empreinte écologique. Voilà, Mmh. je pense dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans les crèches, dans les services aux personnes dépendantes, etc. Donc il y a un tas d'emplois dans les services dont on a besoin absolument du point de vue social. C'est pour ça que je vous dis qu'au contraire, on peut avoir
une complémentarité extrêmement forte entre la transition écologique et sociale. Simplement, effectivement, du point de vue des forces sociales, montrer que cette écologie, elle peut au contraire diminuer les inégalités. Et d'ailleurs, elle va diminuer les inégalités parce que si vous laissez faire la crise écologique, je vous dis, les premières victimes seront les plus précaires. Je veux dire, les riches pourront s'en sortir, hein. Ils auront les ressources pour s'en sortir face à cette crise, pas les pauvres. Voilà, donc pas les travailleurs précaires, etc. Donc, je veux dire, moi, je pense dans le domaine agricole, évidemment, quand vous regardez l'agriculture polluante, c'est qui les premières victimes? C'est les saisonniers agricoles qui se prennent les pesticides, qui se prennent, et qui aujourd'hui souffrent de maladies professionnelles. Voilà. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les activités polluantes et la crise écologique se font au détriment du partage des richesses. Et nous, il faut qu'on propose quelque chose, une réponse à cette crise écologique qui ne soit pas punitive pour les classes peu précaires, mais qui, au contraire, diminue ces inégalités. Voilà. C'est vrai que c'est ce que tu as dit sur la voiture, ça me parle tout de suite. Mais quand tu viens d'une zone rurale, concrètement, où il n'y a pas de bus, ou pour aller de la campagne jusqu'à la petite ville du coin, il faut marcher 1 heure et demie. Tu vois, tu arrives là-bas, tu dis bonjour, stop la voiture et maintenant vous comprenez, faut arrêter. Tu dis bah, très bien, mais je fais comment autrement? En fait, si t'as pas les infrastructures, les services publics, etc., qui sont disponibles, tu peux pas rendre ça acceptable ou compréhensible par ces populations-là. Donc forcément, il y a aussi quelqu'un dans le chat qui dit ceux qui ne peuvent pas manger uniquement du bio, c'est pas seulement les plus pauvres, en fait, c'est la grande majorité, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, ça dépasse les 10% les plus pauvres. C'est vrai qu'il y a une histoire de coût, etc. Bien sûr. Et c'est, pour moi, ça, c'est l'enjeu absolu. Et ça nourrit de nombreuses discussions qu'on peut avoir sur des gens qui vont t'expliquer. Mais finalement, si on change notre consommation, et moi je réponds à chaque fois oui, mais ça implique surtout de changer les modes de production. Sinon, tu vas avoir un souci, quoi. Ça veut dire que tu auras une partie qui pourra dire voilà, qui peut avoir bonne conscience en se disant bon, bah voilà, je consomme mieux, ce qui est très bien par ailleurs. Au contraire, je ne dis pas que c'est pas bien, que c'est évidemment excellent, même le message que ça peut envoyer, petit pas qu'on peut faire entre nous. Mais pour moi, il y a évidemment une question qui est celle de la production, quoi. Je pense que là-dessus, on s'accorde en disant, puisque tu le dis toi-même, il faut qu'on change radicalement de modèle. Ça veut dire produire radicalement différemment. Ouais, alors sur le bio, par exemple, moi, je sais qu'une mesure qui serait essentielle, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que le bio, je veux dire, y compris l'agro-industrie, se félicite que le bio fasse 10-20% tant que ça reste une niche et que ce n'est pas le modèle dominant. Donc la question, elle est de faire du bio, par exemple, ou de l'agriculture, j'en reparlerai, mais de l'agroécologie, de l'agriculture économe autonome, d'en faire un modèle dominant pour pas avoir, en gros, les classes précaires qui, qui se tournent vers une alimentation issue d'une agriculture polluante, et de l'autre, voilà, une classe plutôt riche qui se tourne vers le bio, voilà. Et riche ou avec, disons, privilégié du point de vue socio-culturel, voilà. Hein. Donc, il faut éviter ça. Et par exemple, une mesure essentielle, ce serait que dans toutes les cantines de France, dans toute la restauration collective de France, on mange bio, pour que tous les enfants de France puissent manger bio. Mais je ne dis pas bio à 10%, bio entièrement, avec une alimentation de proximité, en faisant de la formation auprès des enfants, en ayant des contacts aussi avec les producteurs agricoles, en leur apprenant à cuisiner. Enfin, voilà, et donc, ça veut dire aussi, du coup, revaloriser les métiers d'encadrement des cantines, des cuisiniers, remettre des cuisines et évidemment les remunicipaliser. Et là, j'arrive à une autre chose, c'est que pour moi, la transition écologique, c'est forcément une socialisation des richesses. Prenez la question des cantines. Alors moi, ça me tient à cœur parce que je suis engagée là-dedans. Je suis engagée dans un mouvement à Montreuil où on pousse pour une remunicipalisation de la cantine. Hein. C'est Sodexo La Segeresse qui nous amène voilà, les produits de la cantine en liaison froide. Enfin bref, voilà. Donc c'est produit à plusieurs dizaines de kilomètres dans une multinationale. La seule façon de faire ce que j'ai dit, c'est de remunicipaliser, c'est de remettre la main sur la restauration collective, que la puissance publique remette la main dessus. Et ça, c'est un exemple, mais voilà, ça veut dire que vous voyez ce que je vous disais, c'est la remise en cause du système, c'est qu'on ne fait pas de reconversion écologique réelle et pleine avec des multinationales qui ont la main sur l'économie. Ça veut dire que la puissance publique remet la main sur l'économie en lien avec les usagers, parce que par exemple, nous, les parents d'élèves, on demande à être associés à ça, hein, voilà,
On demande aussi qu'il y ait les associations écologistes qui soient associées, etc. Donc, c'est aussi remettre la main, que la puissance publique remette la main dessus, mais aussi démocratiser et y associer voilà, tout un tas de parties prenantes. Et oui. Et là, c'est en fait, on est déjà sur l'agriculture, mais c'est pas grave, Ouais, tant pis, voilà. parce que c'est hyper important et puis il y a déjà des questions qui se posent. Et puis, en fait, surtout, tu dis des choses qui, moi, sonnent comme du miel à mon oreille, hein. Tu parles pratiquement de socialisation, de planification aussi, dans un sens et puis, Ah bah bah, je peux en parler, oui, de la et planification. et bah, on va en parler avec grand plaisir parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui me parle, c'est mes rêves Ouais. sont faits de planification, chacun ses rêves, mais il y a vraiment quelque chose à habiter. En fait, enfin, quand tu dis: «On peut pas faire d'écologie», en fait, concrètement, on peut pas faire d'écologie réelle ou en tout cas d'avoir une vision de progrès si on sort pas des rapports marchands tels qu'ils existent. Ça me paraît à peu près clair, quoi et là, il y a vraiment un souci. Il y a Moxis qui demande dans le chat: «Est-ce qu'au-delà du bio, l'essentiel derrière, ce serait pas surtout de remettre au centre l'alimentation de proximité et les circuits courts?» Alors là, Bien voilà, sûr. ça rejoint une autre question que j'avais sur le Discord. J'en profite pour te la suggérer maintenant, puisque alors c'était un petit peu long, mais l'idée, c'était de dire: est-ce que l'idée suivante enfin, en gros, qu'est-ce que tu penserais de l'idée d'un maillage d'agriculture bio à base un peu d'exploitation familiale, de groupements de communes, petites ou grandes, afin de diversifier la production localement, éviter du transport, enfin en un mot, faire du circuit court, hein, et techniquement intégrer ça dans, des politiques agricoles, territoriales, avec rémunération partielle des petites exploitations. C'est un bien commun pris en charge par les collectivités. Bon, alors là, je te demande pas de retenir déjà toute la question, mais sur l'idée, tu vois, on tourne un peu autour de la même logique qui est, bah, tu vois, il y a quelque chose comme, comment est-ce qu'on pense cette histoire de circuit court et cetera? Alors, c'est très intéressant, c'est la question plus globalement pour moi de la relocalisation. Moi, j'ai tendance enfin bon, pour moi, il y a 3 leviers essentiels, hein, sur la transition écologique et sociale. Ça va te plaire, Mathieu. Il y a un la planification, je reviendrai plus planification démocratique, quoi, je reviendrai dessus. C'est évidemment, c'est pas le gosse-plan, hein, Bah, complètement, voilà, on qu'on se se le comprend. dise. C'est pas non plus, les plans, des 30 glorieuses, voilà, parce qu'écologiquement, il faut penser autrement. 2, la socialisation, j'en ai parlé, comme tu dis, c'est faire reculer le marché, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas laisser la main le marché ne peut pas penser le long terme et ne peut pas penser l'intérêt général. Donc ça veut dire qu'il faut une régulation extrêmement forte du marché, mais surtout qu'il faut le faire reculer. Il faut une socialisation, alors, par exemple, d'une partie du secteur bancaire, parce qu'il faut pouvoir remettre la main sur les financements, entre autres, hein. Et puis 3, la relocalisation. Voilà. Et la relocalisation, pourquoi? Parce que, alors, c'est pas seulement les questions de coûts écologiques de transport, voilà. C'est surtout que c'est la seule façon pour que les consommateurs se rendent compte de la façon dont sont produits ce qu'ils consomment. Voilà. Et évidemment, quand on mange une tomate, d'Andalousie, qui provient des grandes serres en plastique avec, du travail, illégal, clandestin et cetera, bon, voilà, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est loin de chez nous. Mais c'est aussi la seule façon pour que les pouvoirs publics remettent la main sur la façon dont on produit. Pour que les règles décidées à un niveau national ou local, s'appliquent, à cette production. Voilà. Et aujourd'hui, bah, même si on se battait à l'échelle nationale pour que bah, les produits soient sans pesticides, eh ben, on serait toujours obligé d'en apporter traités avec des pesticides et sans doute moins cher. Voilà. C'est d'ailleurs tout le problème aujourd'hui des accords de libre-échange, hein, qui Et font oui, que c'est ce que j'allais te poser, comme voilà. question de logique de ça, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui dit dans le chat: «Mais en fait, si jamais on a une réglementation environnementale encore plus stricte chez nous, déjà qu'on hurle en permanence à la distorsion de concurrence, si on en rajoute, est-ce que du coup ça va pas détourner la consommation vers des produits importés?» et cetera, et cetera. Alors, moi, je suis pour relocaliser, je pense que il faut quand même des mesures claires et nettes. Donc, c'est quoi les mesures claires et nettes? Je pense qu'il faut une taxe. Alors, ce qu'on, en tout cas, soutient dans la taxe, c'est soit une taxe carbone aux frontières, mais mieux que ça, une taxe kilométrique. Ce qui permet d'ailleurs de ne pas que ce soit pas la frontière qui fasse qu'on paye plus cher un produit, mais c'est la distance. Voilà. Donc, une taxe kilométrique sur les produits, en tout cas, voilà, nous, on y a travaillé, on pense que c'est tout à fait crédible, hein, voilà. 2, 2, donc je l'ai dit, pouvoir préférer les producteurs locaux dans les marchés publics, même si aujourd'hui on y arrive, hein, en tout cas pour l'alimentation, on peut contourner un petit peu et y arriver pour les collectivités locales, mais voilà, qu'on puisse clairement préférer pour des raisons écologiques et sociales les producteurs locaux.
ou encore, et surtout, que déjà, on arrête les accords de libre-échange et tout ce qui poursuit la libéralisation des échanges, euh, et la concurrence internationale et le nivellement vers le bas des normes environnementales et sociales, et qu'au contraire, aujourd'hui, on refuse d'importer des produits pour lesquels déjà on estime que du point de vue sanitaire et environnemental, c'est mauvais. Et là, on a un exemple. Moi, je n'ai en tête qu'un seul exemple, mais qui montre que c'est possible. C'était un pesticide qui s'appelait le diméthoate sur les cerises. Et ben, l'ANSES a produit un rapport disant c'est mauvais pour la santé, bon, l'environnement. Et on en a refusé, en tout cas sur le papier, je dis bien sur le papier, l'importation a été refusée aux frontières françaises. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas utopique du tout. Et moi, j'entends en tout cas aujourd'hui les agriculteurs, y compris de la FNSEA, dire ah bah oui, mais vous voulez nous mettre des normes supplémentaires environnementales et sociales, mais il y a des importations. Et c'est vrai, on a une concurrence européenne très. Alors, encore plus à l'échelle européenne. D'ailleurs, on parle beaucoup du Brésil ou que sais-je, Oui, c'est ça que mais j'allais dire. nous, les balances commerciales agroalimentaires françaises, elle est grignotée par. Enfin, on a de plus en plus d'imports au sein, enfin, de la part de pays européens, en fait. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de règles, vous avez vu, il n'y a pas de SMIC européen, les règles sanitaires et environnementales sont quand même peu élevées. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il faudrait avoir la capacité de dire sur tel traitement par tel pesticide, par exemple, ou telle façon de produire, nous, on pense que c'est dangereux pour la santé et l'environnement, donc on refuse l'importation. En produisant ce qu'il faut pour le montrer, voilà, mais bon, je pense qu'il faut aller jusque-là, mais alors là, pour être clair, c'est une vraie désobéissance au droit de la concurrence européen. Donc C'est ça pose ça. la question de la désobéissance aux institutions européennes. T'attaques frontalement à la question Voilà. européenne, pour le coup, là, directement. Oui. Et du coup, moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on a les capacités d'être, alors peut-être autosuffisant, évidemment, je ne pense pas sur le domaine agricole, mais alors du coup, c'est à moins que je me trompe complètement. Et du coup, est-ce que le risque, ce serait pas que du coup, on se ferme les marchés, entre guillemets, de nos voisins et qui pourrait conduire à des pénuries, etc. Enfin, moi, j'imagine tout de suite que ça posera des questions. Alors, ce que ça poserait comme question, c'est notre capacité exportatrice. Parce que si je prends sur le plan agroalimentaire, on est exportateur net encore. Eh oui. Donc, alors ça, par exemple, la FNSEA, elle est contre l'accord de libre-échange avec le Canada, elle est contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les grands pays d'Amérique latine, mais elle est pas du tout contre l'accord de libre-échange avec le Japon. Évidemment, parce qu'on y a des intérêts offensifs. Et donc, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Et donc, oui, si on dit qu'il faut la relocalisation des activités, c'est aussi accepter qu'on importera moins, mais on exportera moins aussi. Et là, c'est une politique volontariste. Alors moi, j'ai envie de dire, pour faire ça, évidemment, il faut aussi, alors là, je rentre un peu dans la question des politiques agricoles, il faut pouvoir, du coup, euh, faire en sorte que les revenus agricoles soient décents. Or, il y a quand même une partie de la population agricole qui souffre aujourd'hui d'une pauvreté certaine. Donc voilà, c'est aussi à côté tout un tas de mesures de régulation de marché et de maintien pour maintenir les revenus agricoles qui fassent qu'on puisse aller vers ça. Mais j'ai envie de l'élargir parce que je vais l'élargir au-delà du secteur agricole. Aujourd'hui, il y a des secteurs polluants, type l'automobile, l'aviation, qu'il faut faire décroître. D'accord? Mais ça peut être socialement extrêmement dévastateur. Donc, est-ce qu'on fait comme le gouvernement à mettre de l'argent dedans, mais sans conditions, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas se dire, déjà, on pourrait mettre du partage du temps de travail dans ces secteurs-là, continuer à payer les salariés comme ils sont payés aujourd'hui, mais les mettre aux 32 heures. Voilà, donc là, c'est le partage du temps de travail en faveur de la transition écologique. Et puis surtout, il faudrait une vaste politique de reconversion professionnelle avec maintien des revenus, garantie du maintien des revenus et garantie d'un emploi alternatif à la fin, à qualification au moins égale et revenu au moins égal. C'est-à-dire que c'est là qu'on parle d'écologie non punitive. C'est-à-dire que oui, il faut accepter qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui vont devoir décroître. Et Et là, on est donc dans le voilà, vif du sujet. voilà, et c'est comment on accompagne ces secteurs-là socialement pour qu'il n'y ait pas de baisse, pour qu'il n'y ait pas de destruction d'emplois, pour qu'il n'y ait pas de baisse de revenus, pas de baisse de qualification, et qu'au contraire, on permette que cette reconversion soit un réel vecteur d'émancipation au travail, dans un nouveau travail qui puisse faire envie.
et qui soit dans la transition écologique et sociale. Mais ça demande, et j'en arrive à ce qui est pour toi très important, à la planification. Et oui, C'est-à-dire oui. que sans planification, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il faut le planifier sur 5, 10, 15 ans. J'ai envie de dire, enfin, la planification, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Moi, je travaille beaucoup sur la politique agricole commune, donc je peux vous dire que la PAC, elle est sur 7 ans. Ouais. Et l'Europe, les programmes régionaux européens sont sur 7 ans. C'est-à-dire que la planification sur 7 ans, c'est quelque chose qu'aujourd'hui l'Europe pratique massivement et qui est plutôt intelligent, hein. C'est-à-dire qu'on fixe des objectifs à l'échelle européenne. Alors évidemment, moi, je dirais que du point de vue social, environnemental, c'est pas assez ambitieux, mais peu importe, la méthode y est. Mmh. On enjoint les États membres et les régions, les collectivités régionales à appliquer ces objectifs à partir de certaines mesures qui sont évaluées régulièrement. Et aujourd'hui, il nous faudrait une planification nationale euh, qui associe les collectivités locales à travers des objectifs voilà, sur 5, 10 ans, et pour lesquels il y ait des budgets réels, notamment conférés aux collectivités locales, qui pour moi sont un échelon essentiel de la transition. Ah oui, La transition. dans le chat, il y a Moxis qui dit justement en fait qu'on part pas de nulle part. Alors tu le dis au niveau européen, mais c'est aussi vrai au niveau du territoire. Il dit il y a plein d'outils d'aménagement du territoire, Bien par sûr, exemple les PL, les plans locaux oui, d'urbanisme, et cetera, et tout un tas de trucs, bien barbares. Bon, sûr. moi je pense aussi qu'il y a un piège là-dedans, c'est que, tu peux vite t'y perdre en institutionnel, à différentes strates, à plus savoir tellement ce que tu suis, à plus comprendre Mm. en fait les enjeux. Ça un vrai c'est un vrai problème ça, hein. Tu peux passer ta vie en fait dans des trucs de concertation, plus ou moins, qui sont plus qui rendent des rapports, qui servent plus ou moins. Et par contre, ce que dit Moxie, c'est ça peut être de vrais leviers pour créer des projets de transition au niveau local pertinents, quoi. Moi, je suis aussi persuadé que qui mieux que le niveau local connaît les besoins, les difficultés du territoire, et cetera. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant, quoi, et l'articulation entre les différents niveaux, c'est ça, à mon avis, dans les batailles, qu'on va mener, qui va être, fondamentale, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, alors on a quand même une expérience en France qui est le commissariat général au plan, pas l'espèce de mascarade mise en place par Macron, hein. c'est ça. On a, on a une vraie expérience du commissariat général au plan qui a été mis en œuvre pendant les 30 glorieuses, puis après petit à petit affaibli. Voilà, mais qui avait un vrai rôle, hein, et voilà, après certes, qui serait à démocratiser, il faudrait y insuffler la question écologique, et cetera, mais voilà, bon, moi j'ai eu l'expérience, enfin, de bosser avec la DATAR sur l'aménagement du territoire dans le cadre de mon boulot. Enfin, voilà, je pense qu'en tout cas, il y a 10, 15 ans, ça ressemblait encore, voilà, c'était encore un vrai outil de planification. Bon, ça a été détruit petit à petit parce que la vague néolibérale l'a emporté quelque part. Parce que Mmh. c'était encore, enfin, en tout cas, jusque dans les années 80-90, un vrai outil de planification de la puissance publique en faveur d'objectifs d'intérêt général fixés publiquement. Voilà, après, voilà, ce que je disais, c'est sans doute à démocratiser, peut-être y associer davantage par exemple, des citoyens tirés au sort, puisqu'on voit que la Convention citoyenne pour le climat, quand même, arrive à faire des propositions extrêmement intéressantes. Et oui, sur le Euh, temps de travail notamment, même si ça n'a pas été retenu. Voilà, les organisations syndicales, associatives, etc., pourraient y être associées, bien davantage que ce n'était le cas dans le commissariat général au plan. On pourrait aussi y associer bien davantage encore les collectivités locales. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles ont de plus en plus de compétences et de moins en moins de moyens, quoi. Donc voilà, c'est redonner des vrais moyens et réaliser une vraie décentralisation, mais en leur mettant aussi des objectifs de transition écologique et sociale discutés avec ces collectivités locales. Ce que je veux dire, c'est que la planification, c'est pas une planification forcément nationale et centralisée, c'est pas forcément une centralisation, et ça peut être un vecteur de démocratie. Et Voilà. oui, c'est ça. Faut pas croire que, c'est ce truc un peu vieux, où on se dit: Voilà, «Oh voilà, ils vont nous refaire, ils vont nous refaire des bureaux de technocrates, et c'est cetera». ça. Et ça peut prendre d'autres formes. Mais par ailleurs, bon, moi je crois en la science, donc voilà, je suis scientifique, mais je pense qu'il faut pas se passer non plus des scientifiques. Ah complètement. Et ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat est très intéressant parce que, voilà, je pense que, voilà, en tout cas, le processus a permis un vrai dialogue, et le fait que ces citoyens ont pu s'informer auprès d'un panel relativement divers
de scientifiques, ce qui leur a amené à faire des propositions, à mon avis, très intéressantes. Alors, on peut se dire, c'est pas assez audacieux, etc. Mais enfin, quand même, hein, ça va quand même assez loin. Voilà, évidemment, les scientifiques doivent rester à leur place, mais il ne faut pas s'en passer. Enfin, je veux dire, oui, la science, elle permet aussi, enfin, voilà, elle permet aussi d'avoir des preuves et des connaissances permettant de faire avancer tout ça, quoi. Voilà. Complètement, non, non, mais c'est vrai. Il y a aussi un truc encourageant là-dedans. Alors évidemment, maintenant, ils sont en train de détricoter, tout ce qui reste des la convention citoyenne, mais c'est que quand tu mets des gens, autour d'une table, même s'ils connaissent rien des sujets, qui se forment, ils invitent des scientifiques Ouais, et cetera, ils arrivent sur des conclusions qui sont quand même: «Ah bah oui, bah, réduction du temps de travail», et puis ils prennent conscience que seul un changement radical permet d'éviter la catastrophe, quoi. Et là, ça, je trouve que c'est quand même, rien que pour ça, ça a servi à quelque chose, quoi. ouais, c'est tellement intéressant qu'Emmanuel Macron et son gouvernement vont n'en reprendre qu'une toute petite partie. C'est ça. Finalement, C'est-à-dire c'est plus les d'être joker mesures, qu'il a, voilà. c'est il a tout C'est il a ça. tout le jeu de cartes, quoi. Mais Mais tout à fait, ouais, moi je tire quand même un bilan très positif, voilà, de cette façon de faire, quoi. Mmh. non, mais complètement. Alors, bah, il y a plein de questions qui me viennent tout de suite en tête. Il y a, je viens de parler de la réduction du temps de travail. Est-ce que tu penses que du coup, c'est un levier, important et cetera? Il y a un peu de discussion et de débat autour de ça en ce moment. Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus? Bah, alors là aussi pour moi c'est une nécessité. C'est-à-dire que Mmh. moi après je sais pas, je suis peut-être pas je comprends pas comment, enfin disons, pour un certain nombre de enfin je comprends pas comment on peut baisser le chômage, sans baisser en moyenne le temps de travail pour tous les autres, quoi. Voilà. Parce que, Mmh. certes on va avoir besoin d'emplois dans la transition écologique et sociale. Mais voilà, je suis pas sûre que ça puisse employer tout le monde, mais par ailleurs, on a la capacité de faire baisser ce temps de travail pour tout le monde et c'est un vrai progrès social. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le fait de bosser 32 heures, déjà 35 heures, hein, parce que les 35 heures ne sont pas respectées globalement, mais et encore mieux 32 heures, c'est aussi de libérer du temps pour ce qui n'est pas compté, certes dans le PIB, mais voilà, pour le temps associatif bénévole, pour aider sa famille, pour s'occuper des enfants, mais aussi, par exemple, je donne un exemple tout con, mais aujourd'hui, dans la transition pour moi agricole et alimentaire, il faudrait manger beaucoup moins de plats transformés. Et donc, ça veut dire plus de temps pour cuisiner. Or, pour cuisiner, bah, il ne faut pas rentrer à 19 heures avec 3 gosses à s'occuper, etc., quoi. Donc, Mmh. donc ça demande d'avoir du temps. Et donc, pour moi, il y a même un lien avec la transition écologique, quoi. Voilà. Et plus globalement avec l'émancipation individuelle. Elle passe Mmh. par le partage du temps de travail. Donc, pour moi, c'est une nécessité vis-à-vis du chômage, mais c'est aussi un vecteur d'émancipation extraordinaire. Ouais, Voilà. complètement. Et puis de changer notre rapport à la production, changer notre rapport au travail, et ce qui implique, à mon sens, c'est pour ça que la boucle se boucle, quoi. Faut qu'on reprenne collectivement la main sur ce qu'on produit et qu'on retrouve, bah, la logique de ce qu'on produit collectivement, et très concrètement, l'aliénation, pour utiliser un gros mot, c'est ça, c'est qu'on est tous en train de courir après notre salaire et cetera. On est tous en concurrence et on perd la visée de ce qu'on produit collectivement, quoi. Donc retrouver le sens du collectif, pour moi, c'est, enfin je crois, c'est aussi retrouver le sens de la production collective, de se rappeler qu'on fait partie d'un tout, que évidemment que ce Mmh. ce tout doit pas écraser ses parties, mais que du coup, ça implique de se réfléchir, voilà, à ce qu'on fait collectivement, quoi. Là-dessus, la question de la production, elle est majeure, hein. Et ça renvoie, exactement ce que tu dis, ça renvoie d'ailleurs à la sphère non marchande, quoi. C'est-à-dire que ce temps libéré, c'est un temps dans, ce que certains appelleront l'économie solidaire, mais que je préfère appeler le temps des communs. Voilà. C'est ce temps où on construit, dans différents, cercles, familiaux, amicaux, mais aussi, militants et cetera. Moi, j'ai passé 4 ans vraiment hyper investie dans une crèche parentale. C'était extraordinaire en matière de voilà, de partage, y compris sur la question de l'éducation et cetera, et je souhaite à tout le monde d'avoir ce temps-là et de pouvoir le faire. Ouais. Et bon, c'est toute la question des alternatives locales et concrètes, les jardins partagés, les AMAP, les voilà, tout ce temps, bah, là aujourd'hui par exemple, voilà, tout ce qui se construit aujourd'hui autour de ces communs, qui pour moi est essentiel dans cette transition écologique et sociale et qui renvoie à la question de la socialisation.
Voilà. Mmh. C'est-à-dire que tout cet secteur non marchand qui serait développé à travers la réduction du temps de travail. Mmh. C'est S'émanciper du rapport salarial et de travail, voilà, à travers cette réduction. Eh ben, écoute, ça me paraît être un objectif, qu'on peut largement partager, je pense. En tout cas, ça ouvre des perspectives et on est bien loin justement de la vision punitive de l'écologie pour le coup. Parce que à partir du moment où on dit qu'on va construire quelque chose de collectif, quand même, je trouve à l'oreille beaucoup plus agréable que de dire: «Bah, voilà ce qui va vous arriver en termes de sanctions, voilà, il y aura telle et telle chose qu'il va falloir, changer dans votre quotidien» et cetera. Alors de fait, il y aura des choses à changer, dans le quotidien et je un des premiers à pacter, je pense, sur ma consommation de viande, par exemple. On va pas se raconter d'histoire, je n'ai aucune prétention à être la vertu incarnée, mais pour le coup, voilà, c'est à partir du moment où on replace ça dans un cadre collectif, on prend la mesure, quoi, vous voyez, enfin, c'est comme ça que je le sens de ce que d'à quel point c'est porteur, quoi et bien rappeler que, bah, en fait, tu fais le lien, je pense aussi que les questions environnementales, si on les pense pas directement dans les liens avec la lutte des les questions de lutte des classes, les questions sociales, en fait, on ne les pense pas vraiment, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, tout à fait et après c'est comme tu dis, c'est accepter. Bon, moi j'aime bien, c'est la question de la sobriété heureuse aussi, hein. Alors évidemment, c'est compliqué de dire j'entends tout de suite, les gens qui vont me dire: «Ah oui, mais la précarité énergétique et matérielle». Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est-à-dire que pour toute une partie de la population, il ne s'agirait surtout pas d'augmenter la sobriété, hein. C'est ça. Mais il y a une partie de la population qui va effectivement devoir revoir ses modes de consommation. Bon, la partie carnée de l'alimentation en est une. Notre propension à prendre la voiture, mais là encore, il faut nous offrir, les moyens de transport en commun. Moi, je suis pour la gratuité des transports en commun à terme. Parce que quand on prend un transport en commun, ben, on on contribue au bienfait de l'humanité, hein. Bon, voilà. Mmh. Donc voilà, oui, il va falloir aussi transformer et tu as raison, transformer notre manière de vivre et toute la question, elle est de la rendre, attirante, en fait. Mmh. Voilà. Mais ça, Est-ce qu'il y aurait c'est pas ouais, c'est ça, il y a c'est au c'est gouvernement aussi de le f je veux dire, je donne la question, je donne l'exemple des transports. Bah, voilà, si, on n'était pas tous, quichés, dans des métros, surbondés, peut-être que les transports en commun pourraient devenir agréables, hein, s'il y avait les moyens qui étaient mis en œuvre pour ça. Peut-être que s'il y avait des pistes cyclables aménagées avec, une subvention pour tous les vélos électriques, en fonction des revenus et que tout le monde puisse acheter un vélo électrique et que enfin voilà, il y a tout un tas de leviers aujourd'hui qui permettraient de rendre agréable la transition écologique du point de vue individuel, vous voyez? mmh, Voilà, c'est peut-être que si, on laissait le temps aux gens de cuisiner, si, on leur donnait voilà peut-être que, de manger moins carné deviendrait, sans doute plus agréable. Enfin voilà, il y a plein de leviers possibles, mais pour moi, c'est pas culpabiliser un par un les gens. c'est Enfin, ça, c'est au gouvernement d'agir. Il faut des mesures systémiques. Il faut des voilà et qui régulent nos comportements. C'est pas à chacun de se dire: «Ah mais» enfin voilà, moi il est hors de question ici que je culpabilise quiconque. Enfin, c'est les responsables de cette non évolution, c'est pas les gens, hein. bien C'est sûr. la puissance publique, c'est les responsables politiques qui aujourd'hui ne jouent pas leur rôle et ne font pas en sorte qu'on puisse transformer ces façons de consommer. Voilà. Et alors il y a un levier qui, je pense aussi, tient à cœur à Attaque, c'est le levier fiscal. Justement, pour Ouais. rendre acceptable socialement, ça implique nécessairement qu'on se pose la question de ce qui «décroît», alors enfin entre guillemets, là, en termes de patrimoine et de revenus. Mais pour le coup, je pense que ce sera plus facile de faire accepter socialement que, bah, les yachts, ce sera compliqué, qu'il y a certaines acquisitions matérielles, comme, je sais pas moi, Voilà. voilà, des jets privés, que ça moi personnellement, ça me choquerait pas qu'on dise que ça, c'est pas possible, quoi. Donc, comment Ah est-ce que bah tu vois oui! ces questions-là, sur les questions fiscales notamment et sur la redistribution et cetera? Est-ce que c'est un levier important? Bah oui, alors c'est même essentiel pour nous. Enfin, la fiscalité, elle est essentielle, Mmh. et y compris pour la question écologique, hein, comme tu l'as très bien résumé. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est d'abord les plus riches qui polluent la planète, hein, et c'est les multinationales. Voilà, c'est les riches et les multinationales, en premier lieu. Donc, bah, par le levier de la fiscalité, on peut agir, sur leur comportement, sur leur patrimoine. D'abord, on peut diminuer drastiquement leur richesse, ce qui évitera qu'ils aient des modes de consommation absolument insoutenables. Ça.
Voilà, En plus d'être c'est déjà ostentatoire. c'est déjà une première chose, hein, de s'en prendre au porte-monnaie, ce qui permettra aux pauvres d'être moins pauvres, voilà. C'est ça. Donc nous, bah, déjà, on est déjà pour une contribution. Là, on va porter une campagne pour les prochains mois qui est une contribution exceptionnelle sur les plus riches et les multinationales, pour rembourser la dette, enfin la «dette Covid» entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on pense en France a coûté le Covid, au bas mot de 100 milliards. Donc on propose qu'aujourd'hui, ce soit focalisé sur les à peu près les 1 les plus riches, hein, de manière progressive, mais tout de même, avec une taxe sur les patrimoines. Bon, c'est aussi, défendu par des économistes comme Thomas Piketty, hein, c'est pas voilà, et puis une taxe aussi, sur les multinationales à partir d'un certain chiffre d'affaires, voilà. Et hem et donc ça sera forcément sur plusieurs années parce que, parce que 200 milliards, il va falloir le rembourser. Voilà, mais plus globalement, on est pour une révolution fiscale qui va beaucoup plus loin que ça, hein, puisque, on est pour d'abord une progressivité de l'impôt sur le revenu beaucoup plus importante et pour rehausser l'impôt sur le revenu, mais évidemment sur les classes les plus riches, hein. Parce qu'en fait, vous savez qu'on a fait reculer l'impôt sur le revenu au fur et à mesure des années, alors que c'est l'impôt le plus progressif qui soit, pour faire monter la part de la fiscalité la plus injuste, notamment la TVA, on passe à loin, hein. Mmh. Hem, donc nous, on est pour renforcer l'impôt sur le revenu en s'en prenant, avec des taxes beaucoup plus importantes, hein, sur les classes les plus riches. Voilà, et puis, évidemment la suppression des niches fiscales, les plus scandaleuses, mais il y en a quand même un gros paquet, y compris, des niches fiscales sur des activités ultra polluantes. Mmh. Voilà. Et puis évidemment, on est pour une taxe sur les transactions financières, mais ça, c'est quasiment, la fondation d'Attaque, hein. C'est ce C'est qu'on porte historique. depuis, voilà, Bah, tu peux ce qu'on peut-être déjà porte depuis rappeler des siècles. l'acronyme d'attaque parce que je pense que même tout le monde ne le connaît pas forcément. Attends, je vais avoir un doute. Ah oui, attends, c'est association Association pour, alors passons parce qu'on a chi on a changé récemment. Oh là là, je vais faire une association pour grosse la gaffe. taxation Nation des transactions d'action financières et l'aide aux citoyens, et voilà. l'action ouais, c'est ça. En fait, plus connu sous Attaque, hein, mais C'est ça, effectivement, tu as raison de le souligner, c'est que la taxe sur les transactions, elle fait partie du nom, hein. c'est Donc ça. c'est fondateur pour Attaque, c'est parce qu'on sait du coup, c'est voilà, c'est dire à quel point la fiscalité pour nous est quand même centrale. Et puis, évidemment, la lutte contre l'évasion fiscale, alors pas à la mode bisounours ou voilà, p nous, on est pour une mesure très, très claire qui est une taxation unitaire sur les multinationales. Je passe les détails techniques, mais c'est une taxe, voilà, qu'on a bossé avec énormément d'économistes, qui permettrait de taxer les multinationales à la hauteur de leur activité réelle dans le pays même. Donc, qui éviterait, voilà, tous les détournements, toutes les techniques, d'évasion, qui permettent de cacher ce qu'on réalise réellement dans le pays, quoi. Voilà. Mmh. Il y a des gens dans Et le chat qui disent: «Pas sympa le piège acronyme». Tu sais que c'était pas un piège, hein, c'était c'est j'ai non, pas je fait sais. exprès. Oh, attends, ça fait 15 ans que je suis Ah oui, bon, au bout d'un moment responsable là d'attaque, ça mais craint. tu vois, là, ce serait un bon sujet pour quelqu'un comme Laëlia Véron qui est linguiste, qui dirait: «Bah, voilà, je pense que cet acronyme devient un mot en tant que tel, quoi». C'est vrai qu'en fait, C'est je pense ça. que pour on connaît tous ATTAC, tous et toutes, mais pas forcément l'acronyme qu'il y a derrière. On finit par oublier parfois quand ils sont et puis je peux t'assurer que chez nous, des acronymes compliqués, on en a un paquet. Il Voilà. suffit d'aller regarder les fédérations de la CGT pour comprendre que les acronymes, c'est un métier. Mais alors du coup, sur les multinationales, parce qu'évidemment ça m'intéresse, on rappelle et parce qu'on ne le rappelle pas assez qu'en France, il y a 500 groupes qui sont responsables de 40 de la valeur ajoutée. C'est quand même énorme. Ouais. Évidemment que le tissu productif français, il est ultra concentré. Mais est-ce que ça pose pas une difficulté politique ça, tu vois? Vu que les multinationales sont de fait implantées dans différents pays, qu'ils peuvent mobiliser des ressources, notamment politiques, pour faire pression, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à le taxer correctement? C'est ça un peu qui m'inquiète moi. Bah, normalement, la taxe uni à partir du moment où la multinationale garde son activité réelle dans le pays, enfin, alors à moins qu'elle s'en désengage, hein, mais C'est ça. voilà, mais si elle garde son activité réelle dans le pays, voilà, il y a pas de normalement, cette taxe unitaire permet de la taxer puisqu'en gros, il y a plusieurs indicateurs sur le nombre de salariés, le nombre de les ventes et cetera qui permettent de se rendre compte. Voilà, bon, après évidemment, ce serait à retravailler encore un peu plus, mais déjà sur le principe, voilà, c'est montrer aussi que, on peut lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Une deuxième mesure quand même qui est très importante, qui est d'ailleurs, soutenue par,
les syndicats des finances publiques, c'est donner. Vous savez que les moyens humains sont en régression en ce qui concerne tous les services responsables de la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, redonner les moyens aux administrations qui s'occupent de lutter contre l'évasion fiscale. On n'a pas assez aujourd'hui d'agents, mais aussi dans le système, et y compris en ce qui concerne la justice et la police, hein, il n'y a pas assez de moyens et de personnes qui sont dédiées à la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une deuxième mesure quand même essentielle. Et puis la troisième, c'est évidemment l'obligation de transparence totale de toutes les entreprises sur leurs activités, Eh oui. avec sinon, un peu ce qu'ont fait les États-Unis, hein. Ils ont menacé de retirer des licences. Voilà, donc on a aussi des moyens de pression sur le fait d'empêcher telle ou telle multinationale à terme de pouvoir exercer dans le pays si elle ne respecte pas les règles. Et c'est ça. Mais Puis c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que, entre guillemets, on est totalement impuissant, qu'on peut rien bah, faire. En fait, c'est évidemment un discours qui est très politique. Tu as parlé des USA. Les USA, eux, se gênent pas, entre ah bah guillemets, oui, sur les questions fiscales. Si jamais, ça on peut peut-être le rappeler aussi, si on est citoyen américain et qu'on quitte le territoire, on a l'obligation de payer la différence ouais. fiscale si jamais on veut garder la citoyenneté américaine. Ça veut dire que vous partez au Luxembourg, très bien, mais si vous ne payez pas ce que vous devez au trésor américain, et ben là, vous perdez votre nationalité américaine. Ah Ça oui, calme aussi, et pour les entreprises, ouais, c'est pareil, c'est quand, quand les États-Unis «décident» entre guillemets, c'est ça. ça met un petit poids, quoi, dans le rapport de force vis-à-vis des boîtes, quoi. Mais de la même façon pour la France, enfin, je veux dire, évidemment, on n'a pas la taille des États-Unis et cetera, ni le poids hégémonique. Mais par contre, se priver du marché français, c'est quand même se priver de beaucoup, hein, et se priver aussi des qualifications et cetera. Donc évidemment qu'on peut instaurer du rapport de force vis-à-vis de ces grosses boîtes-là, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et donc, c'est une question de rapport de force, de volonté de rapport de force avec les multinationales et les plus riches. Mmh. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on a un gouvernement qui a décidé, enfin, je veux dire, de toute manière, qui s'est donné comme objectif d'aider les plus riches, donc par la théorie du ruissellement, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, c'est sûr qu'il y a pas de Mais rapport de bon, force. oui, de toute façon, voilà, si, ouais, ou alors ils sont dans le rapport de force, mais du côté des plus riches et des C'est ça, multinationales. À dans partir du dans moment où on l'autre fait sens. des, voilà, à partir du moment où on fait où on octroie plusieurs milliards de cadeaux fiscaux dès la première année du quinquennat aux 1% les plus riches, bon, de toute façon, voilà, pour On moi, annonce la couleur, quoi. la politique d'Emmanuel Macron, elle est très claire. Mais le problème, c'est qu'y compris des gouvernements qui sont dits de gauche, et je pense notamment au gouvernement sous François Hollande, de mon point de vue, n'ont pas mené réellement cette bataille contre les multinationales et les plus riches. Et voilà, il était censé être le candidat ennemi de la finance, et il ne l'a pas été. Voilà, donc Mmh. moi, c'est plutôt ça mon problème. C'est notre problème, c'est qu'un jour puisse arriver au pouvoir une gauche qui vraiment assume le rapport de force avec les multinationales et les classes plus riches. Voilà. Et ça sera forcément un rapport de force. Ça sera, voilà, il y aura des conflits, parce qu'il y aura des lobbies extrêmement puissants qui se battront contre toute mesure de réduction de leur patrimoine, de leur richesse. Bon, donc voilà, ça sera pas, voilà, ça se fera dans le conflit, ça c'est sûr. Il faudra l'assumer. C'est ça. Je pense aussi qu'essayer de masquer ces conflits qui vont nécessairement venir sur les questions environnementales et en fait, du coup, sur les questions sociales, ça me paraît un peu délicat, quoi, hein. C'est trop naturaliser ce qui existe aujourd'hui, c'est que en fait, je vois pas comment on peut changer ça sans conflit, quoi, sans rapport de force. Bah, voilà, je prends l'exemple du plan de relance, hein, prenons le plan de relance. Bon, OK, enfin, franchement, ce plan de relance, voilà, c'est quand même essentiellement une baisse d'impôts de production, donc un cadeau aux entreprises, associé par ailleurs à une confirmation de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Mmh, mmh mh. Donc c'est quand même un vaste cadeau aux entreprises sans condition. Notamment aux plus grosses, d'ailleurs. Voilà, exactement. Plus des aides massives aux entreprises sans condition de maintien de l'emploi, ni de maintien des salaires, ni de réelle reconversion écologique. Il n'y a pas de nouvelles réglementations sur les processus de production, il n'y a pas de planification voilà, pour, pouvant servir une transition écologique qui conditionne ces aides-là.
Et c'est un plan de relance par ailleurs qui y a moins de 1% qui vise les plus précaires. Quant à l'environnement, l'évaluation publique qui a été faite dit que c'est 9% du plan de relance qui vise vraiment l'environnement. Vous Mmh. voyez, en gros, il y a 9% pour l'environnement, 1% pour les précaires et puis 90% pour le reste. Bon, en fait, le reste, c'est quasiment des cadeaux aux entreprises sans condition. Bon. Et donc, du coup, si on voulait, si on avait, enfin voilà, un gouvernement pour moi qui aurait été ambitieux et dans le rapport de force, qui accepte de, voilà, de se confronter aux intérêts des multinationales et des plus riches, bah, c'était conditionnalité de maintien de l'emploi, des salaires pour toute aide publique, y compris le chômage partiel et de transition écologique. Hein. Voilà. C'était un plan qui donnait peut-être qui donnait au moins la moitié pour les plus précaires, pour les services publics qui par ailleurs sont quand même visent d'abord à assurer les droits de ceux qui n'ont pas les moyens de se tourner vers le privé, et donc la santé, et donc l'éducation, la culture, etc. Bon, ça aurait été ça normalement un plan de relance, je pense, ambitieux. Ça aurait été à côté de ça la révolution fiscale dont j'ai parlé, qui donne les moyens de ce plan-là. Ça aurait été la création d'1 ou 2 millions d'emplois avec reconversion et garantie de l'emploi et reconversion professionnelle pour toutes les activités qu'il faut faire décroître. Ça aurait été assumer les désinvestissements dans les activités les plus polluantes, mais avec cette condition de reconversion professionnelle. Voilà, et on est extrêmement loin du compte. Mais pour Mmh. moi, c'était voilà, la condition sine qua non d'un jour d'après écologique et social. Quoi. Et c'est le moins qu'on puisse dire qu'on n'y est pas, Voilà. malheureusement, Bon, tout ce que je vous ai dit là, c'est en fait ce qu'on défend dans Plus jamais ça. Hein. C'est pas. complètement. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant et qui du coup, enfin, qui pose beaucoup de questions justement parce que c'est vrai que ça peut faire «peur» entre guillemets de d'un seul coup. Enfin, pour moi le truc qui est vraiment difficile, c'est la relation avec l'emploi. Ce qui est logique, c'est que, Ouais. forcément enfin, il y a l'urgence très de très court terme, ça va être l'emploi, hein, et donc très clairement, Ouais. c'est là aussi et en fait, on va avoir un truc défensif là pendant les mois qui vont venir et qui même ça peut durer encore plus Ouais. longtemps et de voir les plans de licenciement qui se cumulent. Du coup, donner un «horizon» entre guillemets positif, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, ils sont en train de les détruire de manière, complètement, énorme», ça va être clair. Et ce que nous on propose, c'est justement non pas d'en détruire, mais d'en créer et puis de modifier la structure de l'emploi, la structure productive et je trouve que, c'est nous qui apportons justement un modèle différent, quoi. Ça donne aussi on n'est Ouais. pas que sur la défense, on est aussi sur la proposition, quoi. Et ben, ça me permet de dire justement que dans quelques semaines doit sortir un rapport extrêmement fouillé de Plus jamais ça, donc de toutes les organisations associatives syndicales et tout un tas d'économistes qui sont liés à ces organisations-là. Voilà, on sort un rapport pour la création de plus d'1 million d'emplois dans la transition écologique et sociale, et on montre que c'est tout à fait possible de le mettre en œuvre dès maintenant. Mmh. Voilà. Et que c'est. Et tu as raison, la question de l'emploi, elle est clé pour dépasser euh, des contradictions potentielles entre transition écologique et sociale, en montrant qu'au contraire, on peut avoir une situation, on peut avoir une société de plein emploi. Alors, quand je dis plein emploi, c'est voilà, en réduisant y compris le temps de travail de chacun, hein, mais avec aussi une reconversion vers l'écologie et le social, voilà, tout en diminuant les inégalités. Voilà ce qu'on va essayer de montrer de façon très pragmatique, voilà, en montrant qu'aujourd'hui, c'est crédible, hein, c'est pas. Et on peut dégager les moyens pour ça, à travers notamment les leviers fiscaux dont je vous ai parlé, quoi. Complètement. Ah mais c'est bien d'avoir du coup en plus des éléments de court terme, de propositions. Permet, en plus d'avoir le cadre, entre guillemets, «l'horizon» quoi, on a aussi, il y a vraiment l'idée qu'on peut faire beaucoup à très court terme. C'est pas la peine d'attendre, Ouais, nécessairement, voilà, qu'on gagne tout entre guillemets pour pouvoir déjà agir et avoir prise aussi sur ce qu'on porte quoi. Enfin en tout cas sur ce qu'on essaie collectivement de porter. Alors du coup, il y a des questions sur, tu as parlé de la garantie d'emploi, donc il y a une question sur qu'est-ce que tu penses de la garantie d'emploi ou du revenu universel? Enfin voilà, évidemment les bonnes questions. On a déjà parlé un petit peu sur heu, cette chaîne, hein, notamment avec Romaric Godin aussi la dernière fois, donc c'est intéressant. bah, alors, moi, je parle pas tellement de revenu universel, mais en tout cas de rehausse de tous les minima sociaux pour faire en sorte que chacun ait un revenu d'existence, pour avoir une vie décente, voilà. Hem Et ça passe notamment par, la rehausse, claire et nette du SMIC, voilà, de manière assez franche. Ça passe par, au niveau du RSA,
heu, l'extension aux jeunes, évidemment, à partir de 18 ans, mais ça passe aussi par le fait que tous les bénéficiaires potentiels puissent en bénéficier. Je rappelle que c'est à peu près la moitié des bénéficiaires potentiels du RSA qui ne le touchent pas. Voilà, parce que tout est fait pour ça, hein, pour qu'ils ne puissent pas le toucher. Enfin, beaucoup de choses sont faites pour qu'une partie ne puisse pas le toucher, voilà. Ça passe aussi par, une revalorisation, des droits du chômage, à l'inverse de ce qui est prévu. Oui, Ça passe, voilà, par tout un tas de mesures qui permettent effectivement à chacune et chacun d'avoir un revenu minimum d'existence, permettant une vie décente et évidemment bien plus élevée que le RSA actuel. Bon, voilà. Hem Et par ailleurs, bon, moi, je pense que voilà, que ce qui est aussi central, c'est cette question de l'emploi. Je pense que, voilà, il faut pouvoir garantir, hem, le droit à un emploi, et à un emploi avec, revenus et conditions de travail décents. Je dis ça et parce que c'est oui, pas n'importe quel emploi, c'est ça, voilà. c'est ça. Mmh, C'est pas du sous-emploi pour tous, voilà, et des bons emplois pour quelques-uns, c'est c'est de exactement. bons emplois pour tous et toutes, quoi. Et il y a des enfin, quand même, il y a des expériences très intéressantes, hein, l'expérience des territoires zéro chômeur. Alors évidemment, il y a des limites. Hem, D'ailleurs, je vous conseille l'excellent documentaire de Marie-Monique Robin sur le territoire zéro chômeur, c'est vraiment excellent. Alors attends, je vais le Hem, mettre dans le chat tout de heu, suite. Marie-Monique voilà, Robin. Robin, R-O-B-I-N, Et voilà. comment il s'appelle ce documentaire? Attends, Ah, j'ai oublié, mais je vais le voilà, tu trouver. vas trouver, voilà. Et en tout cas, cette expérience des territoires zéro chômeur, hein, qui a été menée, voilà, elle montre qu'on peut, voilà, viser cet objectif-là dans un territoire en y associant les collectivités locales et en répondant aux besoins de ce territoire. Et là, je rejoins notamment, les travaux d'un camarade qui m'est proche, Razmik Kecheyan, qui travaille sur les besoins Eh et bah, sur ça, c'est trop l'économie fort. des besoins, voilà. J'allais faire la transition sur les besoins, mais tu vois, en fait, je ne sers plus à rien sur ce stream. Oui, là, c'est tous les camarades, voilà, Razmik Kecheyan, Cédric Durand, qui bossent sur cette économie des besoins et qui, voilà, de toute façon, ils préparent un ouvrage qui va sortir bientôt aussi, voilà. Voilà, voilà, qui est essentiel, c'est-à-dire, il faut partir des besoins et il y a énormément de besoins écologiques et sociaux auxquels on doit répondre par de la création d'emplois. Hem Et donc cette garantie de l'emploi, elle est aujourd'hui, tout à fait crédible parce que, voilà, c'est les je disais tout à l'heure, hein, les besoins, dans les crèches, auprès des personnes dépendantes, dans la culture, l'éducation, l'enseignement supérieur, recherche, et tant d'autres. Évidemment la santé, bah, mais rendez-vous compte quand même qu'avec Plus jamais ça, on a, estimé, on a quantifié, il nous manque 100 000 emplois pérennes dans les hôpitaux publics. Rien Et que oui, ça, c'est voilà, énorme. rien que ça. Donc beh, évidemment, il y a tous les autres secteurs. Donc oui, aujourd'hui, on peut garantir l'emploi et de mon point de vue, ce devrait être un objectif de l'État par tout un voilà, par une politique, volontaire, permettant cette création, d'emplois publics, mais aussi d'emplois dans le privé et notamment dans l'économie solidaire. Ça voudrait dire, par exemple, aussi réinstaurer les fameux emplois aidés, mais des emplois de qualité, alors que ce gouvernement, vous savez, en a supprimé tout un tas. Voilà, donc Plusieurs c'est pas centaines de milliers, que ouais. voilà, donc c'est pas seulement créer des emplois de fonctionnaires, hein, c'est, susciter des emplois de qualité et qui servent les besoins dans le secteur privé. Voilà. Puis on reboucle aussi sur la planification, puis on voit qu'il y a ça commence ça fait quelque chose de cohérent tout ça. Et donc en Bah, tout cas, il y a un j'espère, projet cohérent. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà. du coup et sur la question des alors je vais pas te retenir trop longtemps, je sais plus à quelle heure tu dois partir, mais je veux pas te retenir trop longtemps non plus. Parce que sinon j'aurai encore plein de questions. Et j'imagine que dans le chat Bon, aussi. on se dit 20 h maxi, ça va? Allez, ça me va comme J'ai ça. j'ai le bureau d'attaque à 20 h, c'est parfait. Ah oui, bah, c'est pour ça, donc on oui, on va peut-être dire 20h moins 5 alors que tu sois pas en retard, qu'on se fasse pas gronder par les amis d'attaque. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi j'en ai quelques-unes. Bah, en fait, tu parles des besoins, je pense que pour moi ça c'est l'enjeu essentiel. Ouais, C'est qu'en fait, une fois que tu repars des besoins, tu repars ensuite derrière sur la question, bah, une fois qu'on a défini ces besoins, qu'est-ce qu'on produit et comment? Donc là, tu reboucles sur les questions d'emploi, de planification et puis ensuite derrière sur, comment on finance, quoi. Et moi j'ai toujours ouais, l'impression qu'on prend un peu les choses à l'envers. On commence par parler de comment on finance, ouais, c'est sans ça. s'être mis d'accord sur, bah, du coup, qu'est-ce qu'on finance? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit et comment? Et du coup, alors les libéraux, ils ont leur argument, ils disent: «Ah mais ça, de toute façon, c'est pas à nous de décider puisque c'est le marché». Ça facilite un peu la tâche. Tu dis, Ouais, c'est, le signal prix, c'est les forces du marché qui vont de toute façon
allouer le capital de manière efficace. Nous, on sait que c'est pas vrai, parce que malheureusement, on a regardé un peu les faits quand même pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, bah, du coup, ça te pose une question politique. Ça veut dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on produit, etc. Donc là-dessus, je me demandais un peu comment tu voyais les choses. Donc c'est intéressant, c'est que du coup, là maintenant, tu parles de la santé, etc. Et on sait qu'il y a des besoins immédiats d'emploi, quoi. Bah oui, voilà, du coup, c'est comme tu dis, c'est ni l'économie de l'offre, si je prends la casquette d'économiste, hein, Mmh. c'est ni l'économie de la demande, solvable en l'occurrence, mais c'est une économie des besoins. Comme tu dis, on part de ça, quoi. Donc, quels sont les besoins aujourd'hui qui ne sont pas pourvus ou pas suffisamment? Alors, du point de vue social, bon, on a dit les crèches, etc. Bon, évidemment la santé, hein, mais aussi les besoins écologiques. Parce que, et c'est-à-dire comment on fait pour aujourd'hui laisser une planète saine aux générations suivantes, quoi. Et donc comment on s'attaque sérieusement, enfin comment on fait face sérieusement à cette triple crise de la biodiversité, de la pollution des milieux et du climat. Et je le précise, hein, ça n'est pas que la question du climat. Prenons la question de la biodiversité. Eh On oui. a aujourd'hui une énorme crise de la biodiversité, hein, qui est extrêmement inquiétante et puis qui, par ailleurs, aura des conséquences sur la production même, hein. Bon, je Mmh. passe ces détails, mais ça aura des conséquences sur nos activités humaines, mais aussi sur plein d'activités productives notamment en agriculture, qui dépendent de cette biodiversité, quoi. Voilà, et donc c'est ces besoins socio-écologiques et bon, moi je prône une économie des besoins, mais voilà, avec d'autres camarades dont j'ai parlé et évidemment, on est un certain nombre, voilà, aujourd'hui à penser qu'il faut, comme tu dis, renverser la façon de penser, quoi. Mmh. Mmh. Ah, ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a eu peut-être, je te demanderai peut-être des écrits, notamment de ton cru sur ces questions-là, d'agri, et puis on les lira en live sur Twitch, notamment pour se les approprier, parce que moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler, ne serait-ce que pour moi déjà. Donc, plus si on peut le faire collectivement, c'est encore mieux. Alors, il y a Babtoi qui demande comment est-ce qu'on peut appréhender le rejet de l'emploi des plus jeunes. Comme moi, et je l'observe dans mon entourage, on Ouais. embrasse au final plus l'auto-entreprise et c'est triste que l'emploi. Et ça, moi, je pense que c'est aussi une énorme question, hein, sur notre relation, notamment générationnelle, aux questions d'emploi et puis au salariat. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un peu aussi un rejet du salariat comme forme normale Oui, de l'emploi? mais moi je peux alors c'est marrant parce que là, c'est un autre collègue là, Thomas Coutreau qui défend ça beaucoup et je trouve que c'est intéressant. C'est l'idée d'avoir, des revenus de transition, c'est-à-dire qu'on puisse offrir des revenus à des personnes qui ont un projet écologique et social qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors dans l'agriculture, évidemment, moi je suis bien placée pour en parler. Il y a tout un tas de personnes, notamment de jeunes, mais pas seulement, hein, des reconversions professionnelles qui souhaitent s'installer. Souvent, il y a beaucoup de ces exploitations arrivent, à créer beaucoup d'emplois sur le territoire, parce que c'est aussi du coup des emplois amont et aval qui sont créés. Deux, arrivent aussi en même temps à préserver l'environnement et à créer beaucoup de valeur ajoutée parce qu'ils arrivent à bien vendre leurs produits par des circuits courts, ils diversifient leurs revenus, ils font des gîtes, etc. Bon. En tout cas, voilà, ils arrivent à être sur des créneaux voilà, qui ciblent bien les besoins, justement. Donc, il y a tout un tas de projets extrêmement intéressants de personnes qui s'installent dans l'agriculture. Il faut leur laisser la place. Et là, il y a quand même des tensions autour du foncier agricole. C'est Ah pas oui. facile. Ben oui. À qui on laisse les terres des exploitations qui s'arrêtent? Est-ce que c'est à l'exploitation qui fait déjà de 300 hectares ou est-ce que c'est à un jeune ou moins jeune qui souhaite s'installer sur un projet un peu alternatif? Eh oui. Voilà. Et ça s'accompagne, ça se planifie. Exactement, et ça demande que la puissance publique remette la main sur cette régulation du foncier Mmh. en fonction d'objectifs qui ont été débattus publiquement et décidés dans les instances représentatives. Donc voilà, du coup, ça c'est moi je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un auto-entrepreneuriat ou un entrepreneuriat social, solidaire, je dirais plutôt ça, un entrepreneuriat solidaire écologique qui est très intéressant. Voilà, à condition de l'accompagner et puis à condition que ce ne soit pas un vecteur non plus de précarisation du travail, hein, c'est ça, parce Oui. que c'est l'auto-entrepreneuriat, C'est c'est un ça. peu le cas Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, pour le coup. C'est ça. voilà, donc c'est un peu le donc c'est tout le mais bon, après nous, dans l'agriculture, je veux dire, moi, je défends, enfin bon, je suis assez proche de enfin, je travaille pas mal avec la Confédération paysanne, mais aussi avec d'autres mouvements agricoles, hein. On défend l'agriculture familiale.
Et quelque part, ce sont des entreprises privées, hein, alors essentiellement gérées et employant la famille, mais ce sont voilà, des micro-entreprises, si vous voulez, et voilà, et ça peut être aussi un vecteur de modèle alternatif. Et au contraire, aujourd'hui, on se bat contre la fragilisation de ce mode d'agriculture familiale vers un modèle beaucoup plus capitaliste Mmh. d'entreprise avec une dissociation des moyens de production et de la propriété des moyens de production et du travail. C'est-à-dire que dans une exploitation familiale comme dans euh, une toute petite entreprise, c'est-à-dire que celui qui travaille détient les moyens de production. Et moi, je Mmh. trouve que c'est un vecteur d'émancipation, voilà, à condition effectivement de le réguler, d'en donner les moyens et que ce ne soit pas un vecteur de précarisation du travail. Et ça, c'est un grand débat, y compris dans l'agriculture, hein, Bien sûr. parce qu'y compris nous, aujourd'hui, on a des rapports dans l'agriculture donc on a de plus en plus de salariats dans ces exploitations dites Mmh. familiales, avec une précarisation du travail, mais je pense que c'est un des pires secteurs qui soit. Les saisonniers agricoles, c'est un des pires secteurs qui soit, hein. En termes de dérégulation du droit du travail, enfin, on a C'est une des catastrophe, exceptions au droit du travail hallucinantes catastrophe. dans le secteur agricole. Sans compter que l'inspection du travail enfin bon, bref, il y a tout un tas d'institutions qui n'ont absolument pas les moyens de contrôler tout ça. Donc voilà. Et donc on se retrouve dans un système où ces exploitations dites familiales pour subsister, notamment sur les travaux les plus manuels en arboriculture, en maraîchage, etc., sont obligés de payer au lance-pierre et dans des conditions quand même détestables, enfin dans des conditions délétères de travail, sont obligés d'employer des salariés pour tenir le coup, quoi. Donc voilà, ça, voilà, concrètement, ça peut aussi devenir ça. Voilà. Il y a du pain sur la planche. Eh ben, écoute, on va bientôt te libérer quand même, parce que je veux pas que tu sois en retard à ta prochaine réunion. Je ne veux pas me faire gronder. Mais je vais quand même te laisser le mot de la fin. Alors, si tu as un petit truc général pour conclure, je sais pas si ce que ça t'inspire, mais sinon, moi, ça m'en inspire. Mais je préfère te laisser la parole. Je parle déjà beaucoup Alors, trop. qu'est-ce que non, bah, j'ai envie d'abord de alors juste, je vais finir sur une chose quand même qui, moi, me tient à cœur. Il se trouve que Vas-y. c'est voilà, c'est et dont je n'ai pas du tout parlé, c'est la question des libertés. Je pense qu'aujourd'hui, hem, voilà, si vous voulez, ce gouvernement peut faire passer autant de mesures de destruction sociale et écologique que parce qu'il augmente la répression. Et ça va ensemble, c'est-à-dire que la question de la répression des manifestations, des manifestants, l'étouffement des vecteurs d'émancipation que sont la culture, les universités et bien d'autres, c'est le moyen pour le gouvernement de nous imposer ces mesures-là. C'est-à-dire que voilà, pour pouvoir imposer tout ça, il faut qu'il y ait le moins possible d'émancipation intellectuelle, culturelle, etc. Et donc, d'où les mesures aujourd'hui, les projets de loi contre la loi sécurité globale, sur le séparatisme aussi, hein, qui va faire régresser énormément les droits des associations, hein. D'où aussi les décrets qui sortent sur le fichage massif des manifestants et de la population en général, voilà, et qui vont voilà, permettre de privatiser en partie la sécurité publique, qui vont permettre d'utiliser massivement les drones, et j'en passe, enfin, tout un tas de mesures aujourd'hui mises en œuvre qui, voilà, qui s'appliquent très très rapidement là, dans les semaines à venir. Donc voilà, moi j'appelle tout le monde aussi, enfin la transition écologique et sociale, c'est aussi assurer la démocratie pour ça. Et Complètement. donc aujourd'hui, je pense que notre démocratie, elle est atteinte, elle est en danger par ces lois-là qui se préparent dans les semaines à venir. Il y a donc la loi sécurité globale, le débat arrive au Sénat le 16 mars, dans une semaine. Et donc voilà, moi je fais partie de la coordination des marches des libertés. On appelle vraiment tout le monde, il y a mon fils qui fait des signes, on appelle vraiment tout le monde à manifester toute la semaine du 13 au 20 mars, et en particulier le 16 mars devant les préfectures et devant le Sénat à Paris contre la loi sécurité globale. Et on appellera de toute façon un grand rendez-vous au mois d'avril pour les libertés publiques. Mais ça nous semble essentiel. Et là aussi, on y retrouve toutes les organisations syndicales, associatives, les familles de victimes de violences policières aussi, parce que voilà, il y a aussi cette question-là qui est sur la table à travers ces lois-là. Ça va augmenterait encore l'impunité. Voilà, des policiers, donc voilà, en tout cas qui violentent les manifestants. Donc voilà, moi je pense, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça rejoint d'ailleurs
des écrits de quelqu'un d'autre qui s'appelle, enfin voilà, ça rejoint l'idée du néolibéralisme autoritaire, si vous voulez, quoi. Voilà, ça rejoint les écrits de Grégoire Chemaillou, mais peu importe. Enfin, c'est vraiment que je pense que là, on a un néolibéralisme, un capitalisme néolibéral autoritaire qui est en train de s'imposer très rapidement. Là, et Emmanuel Macron et son gouvernement ont compris que c'était essentiel pour imposer ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà, j'appelle tout le monde à être mobilisé là-dessus. Ça me semble assez essentiel. Voilà. Voilà un mot de la fin de combat, ma chère Aurélie. Voilà. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, merci pour cette invitation. J'étais trop longue, hein, du coup. Ah non, c'était parfait. Et puis, au contraire, du coup, il va falloir que tu reviennes, j'espère, un jour, ou, Ah bah, ou avec quelqu'un grand d'autre, parce qu'il y plaisir. a plein de choses encore à discuter. Voilà, on peut pas tout faire une seule fois. Mais c'était vraiment super. Et puis, c'est aussi des choses dont on discute déjà depuis plusieurs semaines, entre guillemets, sur la chaîne. Donc, ça montre que il y a quand même quelque chose de commun entre nous tous et nous toutes, là. Quand même bien. Bon, bah super. Bah, Donc, je te merci souhaite une beaucoup très, très pour bonne réunion. Bon l'invitation. courage. Et Voilà. merci d'avoir pris le temps de venir parler avec nous. À très vite. Au revoir. Salut Aurélie. Ciao. Eh ben, c'était quand même vachement sympa, non? Cette petite discussion. On met un petit coup de musique. Ça, c'est pour la détente. Pour se mettre bien après. Plein de choses qui nous rentrent dans la tête. Et qui donnent envie, qui donnent à penser, qui donnent à réfléchir, qui donnent à se bagarrer aussi. Donc, on va continuer. En termes de programme, Ambuleur qui arrive à la fin, bah mince. Et oui, trop court, mais oui, je sais, les amis. N'hésitez pas à suivre ma chaîne, évidemment, notre bien collectif, pour les prochaines émissions. Il y en a encore plein. N'hésitez pas à sub si vous voulez. Évidemment, je ne vous refais pas le truc à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, prochain stream, ce sera mercredi. On fera un petit stream Actu Echo, parce que c'est vrai que là, j'étais en pause depuis mercredi dernier, entre guillemets. Enfin, en pause seulement sur Twitch. Je bossais quand même, hein, mais j'avais plein de trucs à finir, donc un peu plus calme en termes de stream. On refait un stream mercredi, on fera une petite tour de l'Actu Echo. Vendredi, du coup, on va rediffuser en direct la petite journée, là, la petite soirée qu'ils organisent, la licence économie-gestion de Paris 13 sur les postes keynésiens, ce qui permettra, vous voyez, on a déjà fait le live avec Jean-François Ponceau sur Keynes. Donc là, on parlera aussi des postes keynésiens. Ça permettra de faire une petite intro. Et puis moi, après, je referai des lives là-dessus, si vous voulez, avant qu'on s'attaque à des choses de Marx aussi. Ça va être vraiment bien. Donc, il faudra avoir vu la vidéo avec Jean-François avant. Mais voilà. Donc, on remercie encore Aurélie, qui nous écoute plus maintenant. C'est super, qui a été très clair. Ah oui, d'accord. Donc là, Cap, Merci, Cap. Cap qui a offert rien que moins que 15 abonnements sur la chaîne. Ça ne va jamais s'arrêter. Alors attention, parce que là on est sur du EPAF. Il avait déjà offert 10 abonnements, notre ami Cap Reformed. Et là il offre pas moins de 5 abonnements supplémentaires. Merci à toi, Cap Reformed, d'être un si grand mécène pour cette chaîne. Ah non, c'est pas très grave, ne te sois pas désolé pour les bruits de sub. Ça me donne envie de jouer à Final Fantasy VII en plus. Et voilà, c'est le ruissellement de Cap Reformed. Merci Cap. On fait de gros bisous à Cap. Tout de suite. Si j'avais un stream deck, vous voyez, je ferais un petit truc. Bisous. Et ça, ce sera... Par contre, autant les émotes, je suis nul en trucs graphiques, etc. Autant le jour où vous mettez un stream deck dans les mains, ça va être une catastrophe. Il y aura des petits sons dans tous les sens. J'ai des idées dans tous les sens. Ça va être merveilleux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc oui, vendredi, on fait... Donc mercredi, comment ça s'appelle? Actu Echo. Vendredi à 19h, petit Twitch live post-keynésien. Lundi 15, on invite Jésabel Coupé-Soubiran, la spécialiste, une des spécialistes de la monnaie en France. Ce sera génial. Mercredi 17, on invite Rachel Silvera pour parler égalité femmes-hommes. Ça aussi, ça va être super. Enfin, voilà, on a un programme pas piqué des hannetons. Et le moins qu'on puisse dire, demain à 19h30, Stefano Palambarini est en stream. C'est pas vrai. Il a créé sa chaîne ou qu'est-ce qu'il est en stream chez qui? Patate, dis-moi tout ça. On l'adore, Stefano, on lui fait des gros bisous. Donc on ira voir ça. Et donc ça va être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça devient incroyable Twitch. Bah oui, en fait c'est marrant. Et en fait ce qui est curieux, c'est que moi ça fait des années que je me dis faut que je fasse une chaîne Twitch, tout ça, mais j'avais pas le temps.
Et au moment où je me lance, c'est le moment aussi où il y a, où il y a maintenant les médias qui viennent tous à fond la caisse, essayer d'habiter le truc. C'est les rendez-vous du PG. D'accord, ok. Eh ben écoute, pas bien. Rachel Silvera, je pense à Gojira. Bah ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est marrant. Hein. As-tu vu la dernière interview de Thinkerview de Raphaël Rossello? Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas vu ça. Alors, il faut que je regarde, j'imagine. C'est l'effet Samuel Etienne. Bah ouais, c'est ça. Hein. Raphaël. Mais en fait, en vrai aussi, quand j'ai vu Samuel Etienne, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est y aller, quoi. Il n'y a pas de stress, en fait. Hein. Faut y aller, faire une petite chaîne Twitch, puis ça marche. On devrait bientôt avoir, oh là là, bah oui, des journalistes économiques de premier plan qui vont venir sur la chaîne, ça va être super. Ouais, on dirait une université de tous âges. Bah ouais, il y a un petit côté comme ça. Hein. Mais je pense que du coup, c'est très bien du coup de parler de choses sérieuses, collectivement, et puis de manière vulgarisée. Moi, ça me tient. Ce sera peut-être, je pense, le combat de toute ma vie. Ça me tient à cœur. C'est très humble comme combat, mais quand même. As-tu vu la vidéo de Eureka sur l'annulation de la dette? Oui. C'est très long. Par contre, Eureka, il fait quand même des vidéos qui sont longues. Hein. 1h30, je trouve que parfois, il pourrait condenser un peu, à mon sens, sans perdre beaucoup de sens dans ce qu'il dit. Moi, n'étant pas... Alors, je trouve que sur les éléments pédagogiques, le fonctionnement des bilans comptables, de la Banque centrale, etc., c'est extrêmement bien fait. Évidemment, moi, je ne suis pas forcément un partisan de l'annulation. Hein. Je pense qu'il oublie, à mon avis, certains mécanismes politiques derrière et que parfois, il peut peut-être avoir tendance à dire que un truc qui est vrai, techniquement, on peut le faire, mais ça ne veut pas dire que économiquement, ce soit intéressant de le faire, ni même que ça ne puisse pas avoir des conséquences derrière. Parce qu'il dit lui-même que, en fait, si on envoie un message aux investisseurs privés en disant coucou, en fait, finalement, c'est pas si grave. Mais comment vont réagir les investisseurs? Bah, on n'est pas tellement certain que ça réagisse bien. En tout cas, moi, j'en ai pas de certitude. Et ça, on peut le modéliser autant qu'on veut. Hein. C'est un pari, de fait, politique. Et puis, dans le même temps, ça pose toujours la question de dépendance au marché financier. Et donc là, du coup, on règle pas cette question-là. Ça, c'est mon petit point de vue. C'est quoi déjà l'entretien du 15 rapport à la dette, je crois? C'est sur la monnaie. Donc, Jésabelle Coupé-Soubiran, elle, justement, elle fait partie de celles et ceux qui défendent l'annulation de la dette. Et donc, ce sera hyper intéressant qu'elle nous expose aussi son point de vue. Même si moi, je suis pas d'accord entièrement, entre guillemets, on n'est pas sur une chaîne de clash, on n'est pas sur CNews ici, donc je lui ai déjà dit, t'inquiète pas, il n'y aura pas de piège, au contraire, ça permettra d'enrichir la discussion, collectivement, de voir si, qui sait, peut-être que ça pourra me faire changer d'avis, mais j'ai quand même suffisamment lu, maintenant, j'ai dû lire une 60aine de papiers, à mon avis, avant d'avoir un avis qui n'est pas définitif, jamais, mais qui est stabilisé, on va dire. Donc il n'y aura pas de clash et de buzz sur cette chaîne, malheureusement. Je suis désolé, ce n'est pas le genre de la maison. Mais par contre, ça va être super, mais en fait, ce qu'on s'est dit avant, c'est que vu que c'est une des grandes spécialistes de la monnaie, ce serait super qu'elle nous parle déjà de ce que ça veut dire la monnaie, comment ça fonctionne, c'est quoi cette histoire de banque qui crée la monnaie, on comprend rien, c'est quoi les crédits font les dépôts, comment ça fonctionne la banque centrale, etc. Vous voyez? Le meilleur moyen de s'affranchir du marché, c'est le circuit trésor. Bah, typiquement, moi, c'est vers ça que je pense qu'il faut se diriger. C'est l'horizon qui me paraît être le plus important. Ah oui, non, mais Eureka, c'est clairement de la vulgarisation de haut niveau. Il fait un super taf, donc on embrasse Eureka. C'est vraiment très bien, mais je pense qu'il faut déjà être un petit peu initié, quoi. Ce qui est normal, hein. Mais par contre, c'est souvent de la belle entrée en matière. Et puis sur les éléments pédagogiques, techniques, il est hyper fort. Hein. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Je suppose que la discussion avec Aurélie Trouvé est déjà finie. Et oui, malheureusement, Novrik, je suis désolé. Vivement le fit and fun avec Martinez. Ah oui, alors ça, je suis toujours pas demandé au chef. Faudra que je lui demande, faudra que je lui pose la question, mais malheureusement, il s'avère qu'il y a des priorités. Merci Antoinance pour ta cotise qui continue son abonnement Tier 1 par mail. Alors ça, tu vois, j'ai encore jamais vu ça, moi. Extending their Tier 1 subscription through mail. M'envoyer un mail, donc, j'imagine. Ça veut dire, je sais pas. Eureka, c'est une chaîne Twitch ou un bouquin d'écho? Alors, c'est une chaîne YouTube. Bah tiens, on va lui faire de la pub, parce que les gens bien, on leur fait de la pub. Hop là. Eureka. Alors surtout que je fais de la pub à un mec qui est 1 milliard de fois plus connu que moi, donc vous voyez, c'est de là. Hop là, un concours d'anecdotes avec Philippe Martinez. Vous l'avez vu sur... Ah tiens, est-ce que vous l'avez vu sur RTL, Philippe Martinez, justement? Il avait mis un masque moustache. Est-ce que ça, c'est pas un génie de la com? Je vous le demande. C'est sur Twitter que j'avais vu ça. Philippe Martinez, masque moustache. Regardez-moi ça.
pas magnifique, ça? On embrasse Philippe. On embrasse fortement Philippe Martinez. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu déjà avec Aurélie. Moi, je trouve ça super sympa. Et ça permet de voir que sur les logiques, en fait, on commence, vous voyez, à aboutir à quelque chose de cohérent, quoi. Les besoins, première question. La production, deuxième question. Et puis le financement, troisième question. Et en fait, économiquement, quand on répond à ces trois choses-là, en fait, on ne peut pas y répondre seulement économiquement. Mais c'est quand même excellent. Hein. Je trouve ça, en tout cas, pour bien comprendre les enjeux. Et après, de détailler chacun des embranchements, vous voyez, les difficultés que ça pose, etc. Et il ne suffit pas de dire, on va faire de la planification. Il faut voir ce que ça implique, les difficultés que ça pose, comment construire le rapport de force. Tout ça, c'est de la vraie discussion. Du coup, quand est-ce qu'on invite Bérou pour parler de planification? Bah, du coup, vu qu'il n'y connaît rien, on va pas inviter Bérou. Par contre, Cédric Durand, qui sera sur cette chaîne, qui a écrit un article là-dessus, aura des choses à dire. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant que François Bérou. Je me suis farci la note de François Bérou sur la dette. Et ça, je peux vous dire que c'est pas les parties les plus marrantes de mon boulot. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui écrit des trucs nuls et ensuite on vous dit comment on lui répond, parce que de fait, il a un poste à responsabilité, il est haut commissaire au plan, et c'est pas marrant. Donc là, oui, là, il y a un peu de clash. Excusez-moi. Je me permets toujours de clasher quand même ceux qui sont au pouvoir, hein, parce que faut quand même pas déconner. Ils sont censés être responsables. Et donc, voilà. Bon, lui, il n'est pas de fait au pouvoir, mais il dirige un truc qui est, à mon sens, absolument fondamental. Le commissariat au plan. Mais bon, évidemment, vu ce qu'il en fait, on va pas aller bien loin avec ça, mes petits agneaux. Bon, voilà. Et on se retrouve mercredi pour l'actu écho. Ça vous convient comme ça? D'ici là, n'oubliez pas qu'il y a un Discord, que je vous mets tout de suite ici, qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver l'intégralité de ce qu'on fait, qu'il y aura bientôt une bannière sur la dite chaîne YouTube, qu'il y aura aussi une bannière sur la chaîne Twitch. Mercredi, ce sera 18h30, je pense, comme d'hab. Vous préférez quoi, 18h30 ou 19h? Attendez, on va faire un poll. Paul, tu préfères 18h30 ou 19h? Réponds à ce sondage. Ouais. Alors attention les votes. Oh là, 50-50. 6-6. Oh là 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 là. Le chat est indécis. Chaque fois j'ai envie de voter à mes propres polls, mais ça n'a aucun sens de faire ça. 19h ce serait top. Il se trappe Tintin. Oh là là, c'est encore plus serré que le résultat de la présidentielle américaine. Quelle tension dans le chat. Merci Alvocoit pour ton follow. Merci Olivier Bulot. Et puis on remercie encore Capréforme qui a offert 5 subs à la chaîne. Quel homme merveilleux. Et on remercie Stop the Count. On remercie Antoinance aussi pour son resub. Merci à vous. Mes chers cotisants et cotisantes. Stop the count. Ils deviennent fous. Et j'ai enfin joué aux jeux vidéo, au fait, la semaine dernière, vu que j'étais fatigué. Cette semaine, j'avais quand même fait un petit Rocket League. Vous avez pu voir que j'étais pas très fort. Hein. Mais voilà, bon, on a un beau programme devant nous. Hein. Ça va être sympa. Très sympa. Eh bien, écoutez, vous avez l'air d'être partagé, donc je crois qu'il est impossible de prendre une décision. 18h30 ou 10. Je crois que je vais devoir faire 18h45 pour couper la poire en deux dans un élan centriste. Mais bon, écoutez, on revoit ça mercredi. Ah oui, alors dernier truc avant que je parte, il y a aussi mon ami graphiste qui a proposé des premières pistes de travail qui ont l'air vraiment bien. Et donc, ça va donner, je pense, après, on fera ça en live, à mon avis, la gestion du layout, etc. Tous ensemble, de l'overlay, tout ça. Une fois que je les aurai dans les mains, on le fera ensemble. Comme ça, vous me direz, ça c'est pourri comme idée, ça c'est bien, mais pas ça comme si. Vous me direz, t'es nul, tu comprends rien, et je dirai, c'est vrai, oui. Un live Tropico pour réaliser notre utopie communiste. Alors, Tropico, je ne sais pas du tout jouer à ces jeux, mais ça peut être marrant du coup d'essayer. Je dois avoir un Tropico 5 ou 6 quelque part sur mon ordi, mais bon, on va voir. Il y aurait eu moyen, via des subs, d'augmenter la note en écho des firmes. Ah, je crois malheureusement que je suis inflexible là-dessus et je crois incorruptible sur les notes. Malheureusement.
Et pourtant, j'ai eu une moult étudiants qui sont venus pleurer dans mon bureau en demandant des 0,5 points. C'est marrant parce que à la fin de chaque semestre, tous les étudiants et étudiantes ont besoin. Mais monsieur, vous comprenez, si vous mettez un point de plus, c'est bon, j'ai la moyenne. Mais bien sûr, prends-moi pour une quiche. Sauf qu'il y en a, ils sont très forts à ça. Et du coup, ils vont voir tous les profs, ils gagnent des 1 point par-ci, d'un point par-là, et pouf, effectivement, ça remonte leur moyenne. Ça, mais c'est pas possible de voir ça. Ça me manque d'enseigner, vivement que je retourne faire des cours. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous. Et à ciao, bonsoir.